Bonjour et bienvenue dans Gamer Weekly, le podcast de ceux qui aiment les jeux vidéo mais qui n'ont pas le temps de jouer à tout. Notre objectif, partager notre passion de joueur et vous faire découvrir nos coups de cœur, réagir à l'actualité avec nos a priori. Je suis Richard, blogueur depuis 2005 et mon GOTY cette année c'est Death Stranding. Je suis accompagné de Lucas, journaliste, et le sien c'est Baba Is You et aussi Subnautica, mais comme il n'était pas sorti cette année, on pouvait pas trop le dire. Salut Lucas. Salut, c'est un dispositif un petit peu spécial aujourd'hui parce qu'avec les grèves en fait on n'a pas réussi à se rejoindre. Donc on tente pour la première fois le podcast via internet. Bon, j'allais dire via Skype, c'est pas Skype mais vous m'avez compris. Donc on espère que le rendu sera aussi bien que d'habitude. Et c'est sûr que on va essayer de s'écouter, pas se couper la parole, puisque c'est plus difficile. C'est comme si on était par téléphone, c'est simple. Voilà, on va faire ça et puis on va tester. Exactement. Et je pense qu'on peut directement partir dans le vif du sujet. Absolument. Donc, première news, je te laisse commencer. Alors, oui, tu me laisses commencer et on commence par BioShock Infinite 2. BioShock. Ouais, tout à fait. Non, j'étais pas sur le conducteur. BioShock Infinite 2, qui vient juste d'être annoncé. On n'a pas de date, on n'a rien. C'est juste que c'est en développement. Petite précision pour ceux qui ne s'en souviendraient pas. En fait, le studio qui a fait les BioShock et notamment BioShock Infinite, il a fermé très peu de temps après avoir fait BioShock Infinite. Donc, c'est un nouveau studio qui va s'en charger. C'est Touquet qui a donc relancé la machine. Il y a une partie des gens qui seront repris, mais pas forcément les lead designers de BioShock Infinite. Ce qui est plutôt, en ce qui me concerne, une bonne nouvelle, puisque j'ai vraiment été très déçu par BioShock Infinite. Vraiment, lorsque je suis arrivé à la fin, c'est vraiment à la fin du jeu où je me suis dit, ah ben mince, en fait, j'ai pas aimé l'expérience. Donc, sachant que j'ai adoré le premier BioShock, je suis évidemment intéressé, mais c'est vrai que malheureusement, ils partent sur cette base de Infinite, qui certes a eu énormément de succès, des très bonnes notes, mais qui pour moi reste la déception de la série. Vraiment, il a jamais été à la hauteur, et surtout pas du premier. Après, on est très très tôt. Là, on est juste dans l'annonce pour dire qu'ils bossent depuis quelques mois dessus. Donc, à voir courant 2020 les news que l'on aura. Ouais, tout à fait. Mais de toute façon, ça reste un très bon... Enfin, les BioShock, c'est un très bon concept dans un super univers avec une gestion à la fois des armes et des pouvoirs magiques qui est hyper maligne. Enfin, c'est de l'or en barre, cette licence. Donc, on va essayer... on va espérer qu'ils arrivent à en faire un bon jeu, un bon BioShock Infinite 2. Ouais, cool. Bon, moi je voulais parler rapidement aussi de Stadia, qu'on a un peu bâché ou qu'on a remis à sa place dans le dernier épisode. On n'a toujours pas testé, ni toi ni moi, mais par contre moi j'ai pas mal de potes qui s'y sont mis, qui ont essayé. Et à défaut d'avoir revu le business model ou d'avoir fait les mises à jour pour rendre vraiment le service top, par contre il y a eu des évolutions sur la qualité, la fiabilité du service, et on peut quand même dire qu'aujourd'hui ça marche bien le streaming sur Stadia. Si on a toutes les conditions qui sont réunies, bien sûr. Mais en tout cas, voilà, le faux départ est loin d'être comblé. Mais en tout cas, techniquement, on peut vraiment bien jouer en streaming sur tous les jeux. Enfin, pour kiffer un Red Dead sur une vieille machine, et trucs comme ça marche absolument. Donc voilà, donc fallait le dire. Il ne faut pas être toujours dans la critique. Voilà. Bien sûr, voilà, sans enlever les critiques légitimes sur notamment la politique tarifaire et tout ça. Mais en tout cas, au moins, le service fonctionne, tu dis. Oui, tout à fait. Et puis en fait, c'est vrai qu'il y a un GIF qui a beaucoup tourné sur Internet où on voyait un journaliste américain qui appuyait sur la barre d'espace et on voyait le personnage sauter à peu près 2 secondes après. Bon, ça, c'était des problèmes du début qui sont réglés. Il reste encore tous les autres. Mais bon, on peut compter sur Google pour, dans les 2 ans, y arriver, quoi. On va leur souhaiter en tout cas, pour eux. Nous on s'en fiche un peu. Enfin, on s'en fiche pas, puisque ça fait un peu partie du futur du jeu vidéo. Mais tant pis si ça passe pas par Google et par Stadia. Néanmoins, effectivement, on va leur souhaiter au moins d'améliorer ça, parce que là, niveau faux départ, on a quand même... c'est une belle perf, vraiment une belle perf. Carrément. La news suivante, c'est Starship Troopers. Ouais, Starship Troopers. Alors pour les jeunes, peut-être que ça parle pas, mais bon, je pense que tout le monde l'a vu, c'est un classique, non ? Ouais, c'est un classique, puis il y en a eu plusieurs, juste en 2 mots. Donc c'était un film donc de mémoire, je dis ça, de Paul Verhoeven, qui était, vu de l'extérieur, un gros film de guerre avec des militaires qui tapent sur des insectes géants. Et vu de près, lorsque tu étais confronté au film, c'était vraiment une critique du fascisme, une critique de l'impérialisme américain. Donc c'était très intéressant aussi dans son propos, en plus d'être un bon spectacle. Donc c'était vraiment une sacrée réussite, ce Starship Troopers. Je parle pas des suites, évidemment, qui sont beaucoup plus anecdotiques. Et c'est gentil de ma part de dire ça comme ça. Et là, il nous propose donc d'adapter le film en une espèce de RTS, donc de jeu de stratégie en temps réel. Forcément, moi, mes références, ça va être du Command & Conquer. Ça va être aussi des jeux peut-être plus récents, mais c'est vrai que c'est un genre qui est
vraiment mineur aujourd'hui, qui est quasi disparu. Apparemment assez matiné de Tower Defense, finalement c'est de la création de base, on va essayer de s'étendre, mais le tout c'est surtout de résister aux assauts des insectes. C'est ce qui est intéressant dans la communication et qui m'inquiète peut-être un chouïa, ce qui est dans la communication du studio, c'est ils veulent capturer l'essence du film original et son univers en reproduisant les éléments visuels, les dialogues et les petits détails. Ok, eh bien, on verra, parce que en ce qui me concerne, j'ai un tout petit peu de mal à croire qu'ils ont bien capturé l'essence du film, qui est cette critique du fascisme et cette critique de l'impérialisme américain. C'est ça qui rendait ce film différent de la production par ailleurs. Je suis assez d'accord avec toi. Je pense que quand ils disent capter, c'est aussi, on le voit bien dans la première bande-annonce, il y a aussi la critique du journalisme ou de l'information un peu à tout va. Il y a déjà comme ça un truc un peu d'anticipation assez malin dans Starship Troopers de la manière dont les médias et le côté news, chaîne en continu d'infos là, étaient déjà présents. Et ça, a priori, ils vont le reprendre. Mais après, plus sur la partie gameplay, moi, une autre des questions, c'est est-ce qu'on aura de la coop? Parce que ça peut être vraiment sympa. Et après, est-ce qu'il y aura du versus? Parce qu'est-ce qu'on pourra jouer parce qu'il ne faut pas se voiler la face quand tu regardes StarCraft 2, les ergs de StarCraft 2 et les insectes de Starship Trooper, on peut leur voir enfin, des points communs. Donc, une ressemblance, une inspiration peut-être. Oui, peut-être. Mais effectivement, tout le monde a envie de jouer les insectes, donc je pense qu'ils vont quand même y penser, j'espère pour eux, qu'ils vont penser à permettre un versus asymétrique comme il y a comme dans StarCraft, effectivement, comme dans énormément de RTS. Ouais. À suivre, on suivra ça de près. Ça a l'air assez avancé en plus, je pense que c'est un jeu qu'on verra en 2020. Ouais, il n'y a pas de date annoncée, mais c'est vrai que les images laissent penser que le jeu est pas très très loin de sa sortie. Ouais, ça fait pas jeu de next-gen, quoi. Tout à fait, ouais, on peut le dire. À voir aussi j'ai pas vu sur quelle machine il était annoncé, mais c'est vrai que c'est un jeu de PC, normalement, les RTS. On verra ça sans aussi. Sans clavier et la souris, quand même, ouais. Ouais, ça a l'air. Tu voulais nous parler de Riot? Oui, news qui a un peu défrayé la chronique, qui est un peu en dehors, enfin qui est à cheval sur les jeux vidéo et la société, mais bon, c'est toujours intéressant aussi de montrer que le jeu vidéo évolue. Et du coup, il y a Riot aux US qui a été condamné à verser de l'argent aux femmes de l'entreprise, parce qu'ils ont été condamnés après un an de procédure, parce qu'en effet, il y avait une culture de la il y avait la bro-culture, donc ce côté entre potes, où du coup, les hommes se permettaient des choses avec les femmes qui ne sont pas acceptables, tout simplement. Et du coup, après, les employés sont battus, et du coup, les employés même les femmes employées qui ne sont même plus dans l'entreprise là depuis 3 ans seront indemnisées aussi. Enfin, c'est assez intéressant de voir que ce milieu de jeux vidéo, lui aussi, commence à se mettre à la page et à sortir un petit peu de ses vieilles habitudes. On n'est plus dans les années 90, maintenant il faut bouger. Et d'ailleurs, ça c'est marrant parce que je me fais le lien avec l'autre news, puisque je précise juste que Riot, c'est ceux qui avaient fait League of Legends, pour ceux qui n'auraient pas suivi, voilà. LOL. Oui, exactement. Vas-y, je t'en prie. Exactement, et donc dans un tout autre style très opposé, League of Legends ce matin a été annoncé un partenariat, la suite d'un partenariat entre Vuitton et Riot, donc dans le jeu League of Legends. Alors pour la petite histoire, Vuitton a une vraie histoire avec les jeux vidéo. Ils avaient déjà travaillé avec Square sur Final Fantasy. Enfin, ils ont comme ça un vrai historique dans l'univers du jeu vidéo. Mais ce qui est original, c'est que dans le cadre du partenariat avec League of Legends, ils ont en effet designé des tenues qui vont aller sur les avatars, donc que vous allez pouvoir acheter directement dans la boutique de Riot, mais aussi ils vont faire les vraies fringues en vrai que vous allez pouvoir acheter pour les porter sur vous. Alors on vous partagera le lien de l'Instagram de Vuitton si vous voulez dépenser des quelques milliers d'euros pour avoir un leggings et un gilet en cuir. Mais en tout cas, c'était assez amusant de voir aussi, toujours dans cette histoire de porosité entre réel, virtuel, jeux vidéo et business, comment tout ça évolue. Et donc toujours plus connecté à la société. Les jeux vidéo maintenant, les fringues virtuelles deviennent des vraies fringues. Ce qui, je pense, n'était pas souvent arrivé.
Non, non, mais c'est encore une fois la démonstration qu'on parle bien d'un outil de divertissement, d'un domaine du divertissement majeur. Hein. C'est vraiment devenu majeur, les jeux vidéo aujourd'hui dans le monde. Eh bien, on fait avec, c'est plus un sous-genre, c'est plus une niche. Ça y est, c'est devenu vraiment quelque chose de majeur. Ben, on fait avec et ça conduit à ce genre de news un petit peu insolite. Hein. C'est vrai qu'on s'y attend pas forcément. Tu me dis qu'ils ont un lien, Vuitton, avec les jeux vidéo. Pour moi, c'était évidemment pas du tout évident. Donc c'est intéressant d'avoir à nouveau ce marqueur-là qui rappelle à quel point eh bien, les jeux vidéo font partie de la société, sont même un média dominant à certains égards. Oui, et puis, petite parenthèse, monde de la communication, comme je fais de temps en temps, de plus en plus, les marques, on conseille aux marques d'investiguer dans l'univers du jeu vidéo, de se rapprocher du jeu vidéo pour toucher un public plus jeune, voilà, pour construire la marque. Donc pour les marques, c'est important d'y être aussi. Donc Vuitton montre la voie là, avec League of Legends, mais il y a des dizaines et dizaines d'exemples de marques. Mais c'est vrai que là, c'est plus marrant parce que c'est vraiment l'industrie du luxe. Et puis ça va dans le sens, on va pouvoir acheter des tenues des avatars. Ça, je crois que je n'avais pas vu passer. Et tu voulais nous parler également dans ces news, pour terminer, de bagnole. Oui, étonnamment, on est deux news qui m'ont amusé ces derniers jours. Alors, la première, c'est sur Gran Turismo GT Sport, disponible sur PS4. Ils ont signé un partenariat avec Lewis Hamilton, le champion de voiture. Et donc, ils se sont amusés à modéliser. Enfin, ils font courir Lewis Hamilton en vrai, avec une vraie voiture sur un vrai circuit. Et pas forcément des Formule 1, c'est des GT, quoi. Et derrière, il y a des concours pour que les joueurs essaient de le battre derrière leur manette avec leur console, donc dans les mêmes conditions de course que lui a eu. Et je trouve ça assez malin en termes d'intérêt, en termes de gameplay, Là, encore une fois, on tire un lien direct entre réalité virtuelle et jeux vidéo et joueurs et personnalité. Je trouve ça assez amusant. Alors c'est payant, du coup j'ai pas sauté le pas. Je suis pas assez fan et pas assez le temps, mais je trouve ça intéressant de cette initiative là de rapprocher les fans, au moins les fans ou les amateurs de sport auto des champions et de leur permettre de tenter de faire aussi bien ou de se confronter à leurs idoles. Je trouve ça assez chouette. Ouais, c'est marrant, ça me rappelle cette période il y a bien longtemps sur Gran Turismo sur PlayStation où ils avaient fait un concours où il fallait essayer donc de faire un record sur je ne sais plus quel circuit. Je crois que tu avais essayé d'ailleurs de tester un petit peu ton skill sur ce circuit. C'était vraiment les débuts de cette espèce de concurrence communautaire comme ça où on va essayer de se tirer la bourre à distance. Et c'était très 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 en avance par rapport aux technologies qui sont aujourd'hui. Donc ça me rappelle en plus des bons souvenirs. Non, c'est une bonne idée, c'est évidemment un joli coup marketing mais intéressant. C'était il y a 25 ans sur PlayStation, ouais, on en reparlera justement. Et dernière news auto d'aujourd'hui, toute neuve, Forza Horizon 4 va avoir son mode Battle Royale. Donc ça m'a vachement amusé. D'abord, quand j'ai vu la news, je me dis, bon, allez, un peu osef. Et puis, quand même, je me suis dit, comment on fait un Battle Royale avec des voitures ? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Forza Horizon, c'est un des jeux de bagnole, ou le jeu de bagnole de la Xbox, et qui offre quand même une certaine liberté dans la façon de se déplacer, dans des cartes assez ouvertes, où on peut quand même rouler à tombeau ouvert un peu comme on veut. Et du coup, là, sur la version Battle Royale, en fait, on part à 70 joueurs sur la ligne de départ, et en fait, il faut atteindre un point qui est avec une zone qui se rétrécit comme dans un Battle Royale, mais sauf que il faut pas avoir d'accident, il ne faut pas se cartonner dans les arbres, enfin voilà, il ne faut pas être interrompu, et les autres joueurs peuvent te pousser et peuvent t'empêcher d'avancer. Et donc au fur et à mesure que la zone se réduit, les traînards, les derniers sont éliminés, et du coup jusqu'à que le plus rapide gagne. Et le plus agile et habile. J'avoue, je suis assez séduit par la mécanique. Je trouve que c'est assez rigolo. Ça fait appel à pas mal de films de science-fiction ou d'anticipation. Enfin, je sais pas. J'ai trouvé l'idée vraiment vraiment marrante. Et on le voit avec Tetris par exemple. C'est vrai que des fois amener le Battle Royale dans d'autres domaines, ça peut se révéler être assez fun en fait. Bah carrément, franchement c'est une super bonne idée, j'avoue que je l'avais pas vu passer moi cette info, je l'ai découvert dans le conducteur là, avant l'émission et c'est une très bonne idée effectivement d'adapter le Battle Royale à d'autres trucs. En fait c'est juste la compétition à plein de gens, hein. Le Battle Royale ça a été
mis au goût du jour par les PUBG, par les Fortnite, mais c'est vrai que ça paraît maintenant évident finalement d'adapter le multijoueur qui est comme ça assez peu frustrant parce que dès que tu perds, tu peux recommencer une autre partie avec d'autres gens. C'est là vraiment la particularité en fait du Battle Royale, plus que le il n'en restera qu'un à mon avis. C'est le côté fun immédiat et possibilité de rejouer tout de suite une partie et pas d'attendre la fin du tour comme dans un Counter-Strike ou dans d'autres jeux de ce genre-là. Donc ouais, super bonne idée. Je suis assez hypé. Et c'est sorti ou ça sort bientôt ça? Demain. Bah voilà, parfait. Donc demain pour ceux qui ont le jeu. Donc le 13 décembre, puisque je ne sais pas quand est-ce que sera diffusé ce podcast. Oui, oui, en effet, aujourd'hui, enfin mi-décembre, ça sera une mise à jour gratuite pour les possesseurs du jeu mi-décembre. Et donc ça doit être le cas sur PC et sur Xbox. Ok, nickel. Alors moi j'avais juste une dernière news que j'ai rajoutée pareil au dernier moment. C'est Metacritic qui a sorti son top 50 des jeux des années 2010, puisqu'on arrive à la fin des années 2010 évidemment. Ce qu'on note dans, je vais pas tout faire, je vais évidemment pas faire les 50, on note que Mario Galaxy 2 est en première place et bon voilà, à titre personnel je trouve ça vraiment mérité. C'est un jeu qui est absolument génial. Il est vraiment dans la droite lignée de Super Mario Galaxy 1 et j'imagine tout simplement que il était sorti avant 2010 et que c'est pour ça qu'il est pas dans le top, mais c'était vraiment du génie. Puis on retrouve Zelda Breath of the Wild, Red Dead Redemption 2, GTA 5, on a Super Mario Odyssey, Mass Effect 2. Voilà, je vais pas tous vous les faire, c'est des jeux qui peuvent être parfois un tout petit peu clivants, voilà, à titre personnel. GTA 5 c'est un jeu que j'ai trouvé sympa mais il m'a pas passionné. Mass Effect 2, je sais que les gens le trouvent génial. Moi, voilà, c'est pas ma cam, mais ça reste effectivement des jeux qui restent des références. On peut voir un petit peu plus loin Batman Arkham City. Donc là, lorsque tu vois le top 50, c'est assez intéressant puisqu'on est sur des jeux qui effectivement font un consensus au niveau de la qualité. Malheureusement, il y a des absents à mon goût, qui sont des jeux qui sont un peu plus clivants. Ça reste des jeux qui ont bénéficié d'une hype, qui ont bénéficié d'une sortie attendue avec un peu de bruit, je trouve, pour beaucoup. Et ça manque un peu de jeux un peu plus indés, un peu plus obscurs. Et forcément, moi, je pense à mon GOTY of the All the Years, là, de toutes les années 2010, c'est RimWorld qui est en dessous parce qu'il y a 3 testeurs qui ont pas compris comment ça marchait et qui ont donc décidé de mettre une mauvaise note, alors qu'à côté tu as des 100%, des 10 sur 10 à foison pour ce jeu. Un jeu qui est un tout petit peu plus complexe d'accès, lui se retrouve pénalisé sur ce top, mais bon, on sait que c'est les limites de Metacritic, elles sont là, il y en a plein d'autres d'ailleurs, des limites, c'est pas tout, il ne fait pas tout, il ne résout rien Metacritic, mais quand même je vous invite, si vous êtes curieux, à aller voir un petit peu ce top 50. Il y a quelques petites surprises. Alors je l'avais pas vu passer moi, mais Pac-Man Championship édition DX en 16e place, je m'y attendais pas du tout. Voilà, il y a les Persona aussi qui sont là. Ça vaut le coup du coup d'œil, ça reste de l'anecdote, mais j'ai bien aimé moi ce petit top 50 de Metacritic révélé là. Ouais, puis ça permet aussi de se replonger un petit peu dans cette décennie et de voir un peu les jeux qui ont marqué. En effet, comme tu dis, c'est toujours comme tous les classements et comme toutes les notes, c'est forcément biaisé. Mais en tout cas, c'est vrai que ça permet de se replonger un petit peu dans ces 10 dernières années. C'est quand même tous plus ou moins les gros succès commerciaux en fait aussi. Donc tout ça est lié, je pense. Tout à fait. C'est la fin des news. Voilà, c'est la fin des news. On va passer à notre rubrique Hype, pas Hype, avec 3 sujets au menu de ce Hype, pas Hype. On va parler de Mario Maker, on va parler du State of Play et on va parler de l'Indie World Showcase qui était l'événement de Nintendo. Il y a pas mal de sujets, donc on va essayer de pas trop s'attarder, mais bon, ça va être difficile à mon avis de faire vite. Alors c'est vrai. Alors c'est un premier Hype, pas Hype. On avait vraiment, et j'avais vraiment envie que tu nous parles de la mise à jour de Mario Maker. Ouais, c'est très judicieux de l'avoir mis dans Hype parce que donc elle est déjà sortie, donc on a eu l'occasion de la tester. Je l'ai testé moi-même puisque je suis un fervent joueur de Mario Maker. C'est vraiment le jeu qui sort pas de ma Switch en fait. Dès que je suis pas sur un jeu, il y a forcément Mario Maker dans ma Switch pour faire une petite partie comme ça à droite à gauche. Pour l'instant, c'est encore assez hésitant parce que tout simplement, bien les jeux. Donc je raconte juste cette mise à jour, cette grosse mise à jour de Mario Maker, c'est notamment l'ajout donc de quelques ennemis, mais de Link
et donc de Zelda, finalement, d'un gameplay un peu à la Zelda, avec Link qui a une épée, qui a des flèches, qui a des bombes. Donc c'est un personnage différent. En fait, ils ont rajouté un personnage pour faire les niveaux de Mario Maker. Et donc ça implique qu'il y ait des niveaux créés en fonction de ce personnage qui te permettent d'exploiter les particularités de ce personnage au niveau de l'énigme, au niveau des réflexes, au niveau de plein de choses. Les niveaux sont créés par des utilisateurs, donc il faut attendre un petit peu. Il y a un délai, finalement, il y a un délai entre le moment où la mise à jour est sortie et le moment où on va avoir des vrais niveaux cool avec ce nouveau mode de jeu. Donc hype ou pas hype, c'est la question. Est-ce que j'y crois ou j'y crois pas? Pour l'instant, j'y crois assez. C'est exactement ce que j'attendais. Lorsque j'ai vu l'annonce, je me suis caché dans mes coussins pour pleurer de joie. Maintenant, j'y ai joué, c'est encore perfectible, on va dire, et cela, ça va dépendre des niveaux qui vont être proposés par les personnes qui font les niveaux, c'est-à-dire les joueurs. Donc oui, hypé, évidemment, j'étais tellement content de le voir arriver, mais bien sûr, on est obligé d'attendre. Wait and see, comme on dit souvent dans le monde du jeu vidéo. D'accord, donc après, ça reste une mise à jour gratuite. Donc du coup, il n'y a pas de prise de risque particulière pour les joueurs, quoi. Ce n'est qu'un argument supplémentaire pour ceux qui ne seraient pas encore propriétaires du jeu. Ça, c'est clair. Et c'est intéressant parce que je me posais la question dans Mario, je vais aller vite, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs types de Mario que tu peux émuler dans Mario Maker, que tu peux créer. Et dans Mario 1, le plus vieux, auparavant, dans Mario Maker 1 sur Wii U, tu pouvais mettre des champignons un peu spéciaux qui transformaient ton personnage en un autre personnage. Et il y avait une infinité de petits personnages. Tu avais Samus, tu avais des machins d'Animal Crossing, tu avais, j'en sais rien, Sonic peut-être, tu avais Link justement. Mais ça ne changeait pas le gameplay. Mais c'était quand même un truc intéressant au niveau du design. C'était sympa, tu collectionnais les figurines d'une certaine manière. Et ils l'ont enlevé dans celui-là, et je me suis demandé pourquoi ils l'avaient enlevé. C'était bizarre, ils pouvaient très bien juste le laisser un peu passivement. Et ben non, ils l'ont enlevé parce qu'ils avaient déjà dans la tête de nous sortir ce Link, et on peut que croiser les doigts et espérer qu'un autre personnage finira par sortir à un moment ou à un autre. Je parlais de Samus, pourquoi pas Samus? En tout cas, c'est pas d'actualité, mais ça ouvre des perspectives qui sont vraiment intéressantes. Oui, c'est ça, c'est qu'ils vont pouvoir nous faire un peu de cross-marketing et de cross-licensing pour la sortie du futur Metroid ou pour la prochaine sortie d'un jeu Nintendo. Ils pourraient s'amuser à créer l'événement comme ils peuvent faire dans Smash Bros avec des nouveaux personnages. Ils pourraient créer l'événement dans ces Mario Maker. Exactement ce que j'allais dire. Smash Bros, c'est l'exemple parfait. Même si Smash Bros, en plus, c'est un jeu avec chaque personnage a vraiment des particularités. Et c'est un jeu de baston, quoi. Donc forcément, ça a des particularités. Mais clairement, ce que tu dis là, c'est exactement ça. C'est qu'ils vont pouvoir créer plein d'événements régulièrement sur ce jeu et entretenir la flamme pour d'autres jeux. C'est encore un joli coup de la part de Nintendo. Donc, si vous avez bien compris, si vous êtes en retard sur les cadeaux de Noël et que vous savez que la personne a une Switch, Mario Maker reste un très bon choix. Hein, ça peut faire un très beau cadeau à Noël. Ah, ça c'est clair. Très très bon jeu. Très très bon jeu. Donc, on va enchaîner avec... hypé ou pas hypé? Comme je dis, hypé, mais wait and see. Mais non, mais hypé, en vrai, hypé parce que j'y crois. C'est ça, hype. Mais donc j'y crois. Ouais, hypé. Très bien, donc on va enchaîner avec le State of Play. Donc c'est pour ceux qui auraient raté cette innovation by Sony, c'est une vidéo sur Internet en streaming à une heure précise où ils envoient de l'information, du trailer, voilà, en mode one to many, mais directement sur les internets. Et donc le dernier State of Play, il y avait... Ouais, juste précision, c'est le Nintendo Direct, mais version Sony, hein, clairement. Oui, voilà, exactement, ouais, tout à fait. Donc on va passer rapidement sur les annonces et on va vous dire si ça nous hype ou pas. Donc la première grosse annonce, Resident Evil 3, le remake pour avril 2020, parce qu'en effet au printemps 2020 il n'y a pas assez de jeux. Alors moi j'ai noté mars 2020, je sais pas dans quel sens ils ont mis la date, c'était soit c'est à l'américaine, soit c'est à la française. Donc c'est soit le 4 mars 2020, soit le 3 avril 2020, j'ai pas réussi à savoir. Ah oui, moi j'ai avril. OK. Et t'es hypé alors toi par ce Resident Evil 3 voilà, En vrai, je vais faire un aveu. Je pense qu'il y en a certains derrière leur casque qui vont grincer les dents. Mais j'ai refait aucun Resident Evil depuis. Je crois que le dernier Resident Evil que j'ai fait, c'est Code Veronica sur Dreamcast.
Donc non, je suis pas hypé parce que la série, je l'ai un peu perdue. Il faudrait que je m'y remette. En fait, j'avais plein de fois, je me suis dit, je vais m'y remettre parce qu'il y a plein de remakes, il y a plein de trucs. Et en fait, il y a tellement de choix, je sais pas trop du tout par quoi commencer. Il faut que ce soit dispo sur les machines que j'ai aussi, parce que par exemple, le Resident Evil 2, il est dispo que sur PS4, ou enfin il est pas sur Switch pour l'instant. Enfin, en tout cas, perdu un peu par tous ces remakes. Donc pas particulièrement hypé, mais je me dis qu'il va falloir que je me remette à Resident Evil, un de ces quatre. Et toi ? Moi je suis hypé par Resident Evil 2, le remake qui est sorti cette année, que j'ai pas encore eu l'occasion de tester, qui est dans tous les tops, là je vois en fin d'année pour les awards, donc apparemment il a été vraiment très bien. J'attendais un petit peu que ça retombe pour voir un petit peu comment les gens après coup ils se sentaient vis-à-vis de ce Resident Evil 2, donc je suis surtout hypé par le 2, et une fois que j'aurai refait le 2, pourquoi pas le 3. Moi j'ai pas mal suivi les Resident Evil, j'ai essayé, j'ai continué, j'ai même fini par craquer sur le boss final du 5 tellement je m'ennuyais, et c'est rare de s'arrêter au moment où tu as fini le jeu normalement. Mais le seul problème c'est que le Resident Evil 3, je pense que j'y ai joué à l'époque et je n'en ai aucun souvenir. J'ai regardé les images, ça ne me dit rien du tout, donc j'ai peur que ce soit peut-être pas le bon à adapter. En même temps ils font ça dans l'ordre, ils ont raison, et s'ils l'adaptent bien, s'ils le rendent intéressant, pourquoi pas. Pourquoi pas. En tout cas, Resident Evil 2 a été hyper bien accueilli. Moi, je suis très hypé par ce Resident Evil 2. Il va falloir vraiment que je m'y mette dès que j'aurai un petit peu de temps. Et le 3, on verra ce qui en sortira. Donc, c'est un hype différé. À chaque fois, je triche un peu sur le hype. Ouais, et puis objectivement, c'est ce que je disais en présentant et dont on va beaucoup en reparler. Mais c'est vrai qu'il va arriver en plus dans un moment hyper chargé en termes de... le printemps 2020 va être hyper chargé en termes de sortie. Alors un autre jeu qui a été annoncé, où on a vu des premières images de gameplay, il est annoncé depuis assez longtemps, il avait été présenté à l'E3, il traîne, c'est Babylon's Fall. Est-ce que tu as vu, est-ce que ça te hype ou est-ce que comment tu réagis à ce jeu ? Carrément, je suis très hypé, pourtant pas forcément... alors ça dépend de la promesse, hein, à vrai dire, c'est encore assez flou. Ce que je vois, c'est un hack and slash en 3D, qui a l'air bien nerveux, avec les combats ont l'air vraiment bien réalisés, ça a l'air d'être très fun au niveau du combat, donc moi je suis assez hypé. C'est des mecs qui ont fait Astral Chain, qui n'était pas forcément pour moi, mais qui a été vraiment salué par tout le monde pour son gameplay, donc je suis assez hypé. Reste à savoir dans quelle mesure ça va être un jeu d'aventure aussi, et pas seulement les séquences de baston, et donc les séquences de combat à la par exemple Bayonetta. Voilà, ça ne m'intéresserait pas. Par contre, si c'est un jeu d'aventure avec ces bastons-là, là, ça m'intéresse. Donc moi, je reste un peu méfiant, mais franchement, les images que j'ai vues, elles claquent grave. Ok, moi j'avoue, je ne sais pas encore. J'avoue que l'univers graphique, enfin l'univers un peu heroic fantasy, avec un petit arrière-goût de Final Fantasy et tout, je sais pas si je suis prêt à l'acheter chez eux. Donc on verra, en effet, je suis d'accord avec toi, si l'aventure et la baston se mêlent bien, ça sera donc moi pas trop hypé du coup. Ok, écoute, prochain jeu moi que j'ai noté dans ce State of Play, c'était Predator Hunting Grounds, qui est prévu lui aussi en avril, 24 avril 2020. C'est un shooter multi-asymétrique. Pourquoi pas, les images font pas franchement rêver, niveau technologiquement ça a pas l'air non plus de casser trois pattes à un canard. Il y a aussi voir la question de l'équilibrage, et puis voir quelque chose qui à mon avis est malheureusement d'ores et déjà exclu, c'est la tension, c'est-à-dire quelque chose qui était vraiment inhérent au film, où il y avait un suspense, un danger permanent. Est-ce qu'on ressent ça, ou est-ce que c'est un shooter bête et méchant où on essaie de se repérer et on se tire dessus et c'est celui qui tire le plus fort. Voilà, voir si lorsque tu es dans la peau des humains, parce que tu vas jouer soit le prédateur soit l'humain, tu as toujours cette tension là. Petite mention spéciale quand même pour la bande annonce où il y a une prédatorette, puisqu'on la reconnaît, c'est pas un prédateur, c'est une prédatorette, puisqu'elle a une taille plus fine et qu'elle a un cache-nichon. Donc bravo, c'est de très très bon goût, félicitations. Donc moi je partage ton analyse sur tous les enjeux qu'ils ont tous les enjeux à relever, parce que ça va être compliqué de réussir le pari. Par contre, c'est vrai, jouer le Predator et dégommer des humains et dans ce profil un peu asymétrique, et j'avoue, je pourrais être chaud. Après, c'est du multi, c'est toujours pareil, on y revient souvent sur nos histoires de temps, de timing, de temps de jeu. Et voilà, il faut arriver à s'investir un petit peu dans ces jeux pour pouvoir en profiter. Mais il y a quelques jeux comme ça régulièrement qui sortent avec ces gameplays asymétriques. Et je trouve que c'est très intéressant d'avoir cette possibilité-là.
Voilà, encore une fois, à voir s'ils arrivent à tenir les promesses. Et objectivement, les images qu'on a vues sont pas ultra excitantes. Donc, un petit hype pour moi. Ok, bah moi pas hype du tout, j'avoue. Pour rester dans le multi, il y a Spellbreak qui a été annoncé, c'est une sorte de battle royale avec des magiciens à la place des militaires qui font pampan. Bah pourquoi pas, ça a l'air pardon, ça a l'air sympa, ça a l'air marrant, je valide l'idée, je valide le concept. Je ne suis pas un joueur de battle royale, de ce genre de battle royale là en tout cas, donc je pense pas du tout que je me jetterai dessus ou que j'y jouerai tout court. Mais franchement, dans le genre, et pour les joueurs de battle royale, ça a l'air d'être une belle alternative qui se prépare. Ouais, même si la critique est un peu dure avec le jeu en disant que c'est quand même très pompé sur Fortnite, c'est un peu les mêmes couleurs, c'est un peu quand on arrive sur la map, l'espèce de plongeon, là c'est quand même assez copié-collé. Bon, à voir. Après, c'est bien aussi pour les gens qui aiment bien ce style, qui ont de gameplay nerveux, aussi de changer un peu d'univers, d'avoir des sorts et de la magie plutôt que des flingues et des constructions en bois. Bon, à voir, mais je pense qu'on n'est pas vraiment dans la cible. Non, pas vraiment. Pas vraiment. Après, moi, j'ai pas retenu énormément d'autres infos sur ce State of Play. Kingdom Hearts, le DLC, je m'en fiche. Untitled Goose Game, oui, bah, c'est bien, mais bon, il est déjà sorti sur pas mal de... Exactement. Il y a que 2 jeux que j'ai retenus, personnellement, en plus. C'est le fameux Paper Beast, donc une espèce de jeu en réalité virtuelle qui a l'air très zen, très joli, avec des animaux origami très choupis. Pourquoi pas, ça peut être une expérience VR intéressante dans la lenteur, la tranquillité, le zen, ce qui change donc de tous les trucs nerveux qui nous donnent mal au crâne. Qu'est-ce que t'en penses, toi qui es un utilisateur de VR? Alors, moi, je sais que j'avais été assez... enfin, j'avais suivi beaucoup les avis des journalistes, puisqu'il avait été présenté à l'E3, il a été présenté à la Gamescom. Enfin, il y a pas mal de gens qui ont eu l'occasion. Puis c'est un jeu made in France. Par le créateur d'Another World, Eric Chahi. Donc c'est vrai qu'il y a une petite hype locale dans notre pays autour du jeu. Donc ça c'est pour le contexte qui fait que quand même j'avais été un peu hypé avant. Après les images, en fait la promesse d'avoir un puzzle game un peu intéressant, quelque chose de onirique, un peu organique et tout, ça me hype assez. Je suis assez... voilà, je suis assez chaud, mais il y a encore beaucoup de réponses qu'il faudra apporter pour que vraiment ma hype elle soit totale, parce que là aujourd'hui on a vu un univers onirique, mais ça s'arrête un peu là, et on sait bien que le gameplay a besoin d'être consistant pour qu'on s'amuse dans les jeux, donc attendons de voir un petit peu sur le gameplay. Donc tu es en état de pré-hype, si je comprends bien. C'est ça, je suis prêt à être hypé. Ok. Le dernier jeu moi que j'ai noté c'est Dreams, le Mario Maker de la PS4. Ouais, alors je pense que, enfin moi aussi c'est un sujet que j'ai pas mal creusé ces dernières semaines, parce que j'avais vu passer une news qui disait qu'il y avait 100 000 joueurs qui avaient déjà acheté le jeu dans sa version bêta. Et donc du coup, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est le jeu de Media Molecule. Et l'idée, c'est d'avoir des outils directement sur sa PS4 pour créer des jeux vidéo. Mais ça va assez loin, puisqu'il y a plein de styles graphiques. On peut créer du platformer, on peut créer du shoot 'em up, on peut créer des jeux d'action. Enfin, vraiment, il y a beaucoup d'outils. Et on peut aller très loin. Il y a des outils de sculpture, donc on peut vraiment sculpter les éléments 3D. Il y a toute une panoplie, bien sûr, d'assets qu'on peut utiliser directement. Et ça a l'air assez puissant, et la communauté est déjà pas mal excitée. Il y a déjà beaucoup de trucs qui sont sortis. Et pour vous dire à quel point même le jeu est en train de prendre une dimension, Media Molecule a annoncé il y a quelques jours qu'il réfléchissait à exporter les jeux créés dans Dreams en dehors de Dreams. Donc on pourrait imaginer demain retrouver sur son smartphone ou sur Nintendo Switch par exemple un jeu qui aurait été créé dans Dreams. Donc je trouve ça assez intéressant comme démarche. C'est assez fortiche. Il faudra voir ce que ça devient. Et donc voilà, le jeu arrive le 14 février. Voilà, ça ne serait pas tout à fait le printemps. Donc vous aurez 15 jours, 3 semaines avant l'avalanche des autres jeux. Enfin voilà, je pense qu'il y a une communauté de joueurs, tu l'as souvent évoqué quand on parle de Mario Maker, qui apprécie qu'on lui donne des outils pour créer. Voilà. Je trouve que je suis très hypé par le potentiel du jeu. Après, j'aurais pas le temps, je pense, pour devenir créateur de jeux dans Dreams. Donc
Donc voilà. Et toi, du coup, en tant que Déjà, c'est Mario toute la Maker, force par rapport à ce que joueur, tu dis. C'est toute la force de ce genre de jeu, c'est qu'il s'adresse à la fois aux gens qui ont envie de créer des jeux et à ceux qui ont juste envie de jouer à plein de jeux nouveaux et créés par d'autres. Donc il y a vraiment deux publics pour ça qui sont tout aussi légitimes, et puis il y en a quelques-uns qui sont les deux à la fois. Et félicitations à eux, mais ouais, forcément, on peut pas tous en faire partie, on n'a pas forcément d'ailleurs tous le temps. Non, moi je trouve ce qui est intéressant, c'est vraiment la tendance. Et par rapport à ce que tu dis, qu'on pourra exporter ces jeux pour peut-être les vendre par ailleurs, moi ça me rappelle finalement pas tant Mario Maker, mais plutôt RPG Maker qui avait été fait il y a quelques années. Et pareil, il y a des jeux qui sont sortis, qui a été créés à partir de RPG Maker. Il y a une grosse tendance qui a été véritablement relancée, je pense, par Mario Maker, mais qu'on avait déjà un petit peu avant, avec, j'y pense maintenant, j'ai plus le nom, peut-être que toi tu le sauras, le jeu où on pouvait créer des niveaux sur PlayStation avec les petits bonhommes en tissu qui avaient l'air vraiment sympa, que j'ai pas pu tester parce que j'ai pas de PlayStation. Mais en fait, c'est Little Big Planet et c'est voilà. Media Molecule. C'est le même. Et donc c'est éditeur, bien eux, ouais, d'accord. Ok, donc tout se recoupe. Donc ouais, forcément, je suis hyper intéressé. C'est vraiment le genre de jeu où je me dis là, c'est dommage de ne pas avoir une PlayStation. Tu vois, j'ai dit beaucoup de mal des joueurs de PlayStation et d'Xbox, mais il faut reconnaître que là, le State of Play, pour le reprendre dans sa globalité, eh ben, il s'est pas mal adressé à moi. Il s'est pas mal adressé, ouais, au moins à moitié adressé à moi, aux joueurs, au type de joueur que je suis. Et c'est aussi ce qui est intéressant dans à mon avis, la démarche de PlayStation en comparaison avec de la démarche de Sony en comparaison avec celle de Microsoft et de sa Xbox One, je pense. Même si on en avait parlé sur le XO, on commence à aller vers des jeux peut-être un peu plus tout public, un peu plus originaux, avancés par Microsoft. J'ai le sentiment que Sony a un tout petit peu d'avance sur ce domaine, et Dreams fait partie de ces jeux qui montrent qu'il y a une petite avance du côté de Sony. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. C'est en tout cas à suivre avec attention. Ouais, en tout cas, c'est mon gros hype personnellement. Le Dreams de l'ensemble de ce State of Play, je pense que c'est si je dois en retenir un, c'est Dreams. Alors que moi qui ne connaissais pas le jeu, je n'en ai finalement rien vu. Hein, l'annonce qui a été faite, elle était assez minimaliste. T'as aucune idée sur la manière dont tu crées les niveaux. Il faut aller se renseigner directement sur Internet et sur les tests et sur les let's play pour pouvoir voir comment aussi on crée concrètement un niveau. Est-ce que c'est simple? Est-ce que ça ne l'est pas? La force de Mario Maker, c'est la simplicité, évidemment, et la force de ce genre de jeu, c'est de pouvoir permettre à des gens de créer des niveaux de manière assez simple. Mais ça, on en parlera dans la prochaine rubrique, car dans Indie World aussi, il y a un jeu qui permet de créer des jeux. Ouais, c'est peut-être un peu... Bon, on va commencer par celui-là, vu que tu l'évoques. Alors, je sais pas il permet de créer des jeux, mais en piochant dedans. Donc, le jeu, c'est Super Mash. Qui est donc un jeu indé où dès l'instant, au départ de la partie, on choisit du coup des styles de jeu. Donc là, RPG, JRPG, Shoot 'em Up, plateforme, et on mélange les cases et ça va générer automatiquement un jeu avec un code invite, comme on a sur Mario Maker, qui va permettre de partager les jeux qui ont été générés par le jeu facilement à ses potes. Là, pareil, j'ai regardé les images. Objectivement, impossible de s'en faire une idée tant qu'on n'a pas pu mettre les doigts dessus, parce qu'il y a trop d'inconnus là-dedans, non ? Ah bah là c'est effectivement une infinité d'inconnus. Alors ce qu'il dit, c'est que tu vas choisir des styles de jeu, tu vas choisir des éléments, plus tu vas jouer, plus tu vas terminer des niveaux, plus tu auras accès à des cartes développeurs qui te permettent de rajouter des éléments. Donc là on est vraiment dans du jeu et pas dans la création de jeu. Reste à savoir s'il y a une partie de liberté qui va être accordée aux joueurs, qui va leur permettre d'être créatifs. C'est la grande question, et effectivement on n'en sait rien du tout. Quelle sera la place laissée à la créativité dans la création des jeux de Super Mash, ouais. Oui, parce que c'est vrai qu'ils laissent la porte ouverte en disant quand tu finis un jeu, tu débloques les fameuses cartes développeurs dont tu parlais, qui permettent après de recomposer. Mais voilà, c'est après un peu, ça peut être assez, c'est un peu encore assez mystérieux, mais c'est quand même assez amusant d'avoir fait un jeu basé sur la génération de jeux. Donc, en tout cas, moi, c'est évident que c'est un jeu qui me hype. Ouais, bah oui, forcément, on est très très curieux, et puis c'est vraiment marrant d'observer cette tendance de fond là, de proposer des jeux qui créent d'autres jeux. On est en train, à vrai dire, moi la réflexion que je me suis faite au moment de voir Super Mash, je me suis dit, tiens,
Là, c'est vraiment l'intelligence artificielle qui remplace la création d'un jeu, qui remplace le développeur, quoi. Le développeur crée une machine qui va ensuite créer le jeu. Tous les métiers sont menacés par cette espèce de dystopie. Eh bien, visiblement, les développeurs non plus ne sont pas à l'abri de cette dystopie de nous sommes remplacés par les machines, même dans les métiers qui sont a priori, qui demandent donc une intervention intellectuelle, qui sont des créations d'œuvres de l'esprit. Non, amusant de voir comment ils auront joué avec ça. Tout à fait, mais donc on continue sur cet Indie World, mais peut-être qu'on va expliquer juste en 2 mots ce que c'est que l'Indie World. C'est en fait un Nintendo Direct, mais des indés chez Nintendo, hein. C'est Nintendo qui l'a organisé, et donc ils ont présenté plein de jeux qui doivent arriver incessamment. Certains sont même déjà sortis, qui sont des indés et qui sortent sur Switch. Oui, d'ailleurs je préciserai qu'ils l'ont appelé Indie World Showcase, alors que d'habitude ça s'appelait les Nindies. Je ne sais pas ce qui a motivé ce changement de nom, peut-être la réduction du nombre d'exclusivités ou quelque chose comme ça, mais je ne saurais pas vous dire. Mais enfin, en tout cas, c'était l'Indie World Showcase. Ouais, et puis j'avoue que c'est peut-être plus vendeur aussi, parce que les Nindies, ça met certes en avant la marque Nintendo, mais là, Indie World Showcase, tu peux même y aller sans savoir que c'est Nintendo et te faire hyper pour réaliser au bout d'un moment qu'en fait tous les jeux dont ils te parlent, ils sortent exclusivement sur Switch, et donc peut-être motiver un achat. C'est peut-être un piège. C'était un piège. Donc le premier qui est, enfin dans la liste, on a dans l'ordre, hein. La suite. Pardon ? Oui, puisqu'on peut les prendre dans l'ordre de la vidéo, ce sera plus simple. Ouais. Ah, ou enfin l'ordre du conducteur, ce sera plus simple. Je l'ai pas vu. Okay. Du coup, donc le prochain jeu qu'on peut évoquer, c'est Golf Story 2, mais qui s'appelle Sport Story. Est-ce que tu avais testé Golf Story ? Est-ce que ça te dit quelque chose, ce Sport Story ? Alors Golf Story, moi, il m'avait super hypé et j'ai réussi à totalement rater la sortie, ce qui fait que non, je l'ai jamais testé. Et je t'avoue que lorsque j'ai commencé à voir, c'est dire à quel point je suis pas bon, c'est que lorsque j'ai commencé à voir la bande-annonce, je me suis dit, ah bah ils vont enfin le sortir, la Golf Story, là, depuis le temps qu'on l'attend. Et puis je les vois jouer au basket, pas au basket, au tennis, au je sais pas quoi, au truc. Et je dis, ah bah non, c'est bizarre. Et effectivement, c'est la suite. Donc j'ai malheureusement raté Golf Story. Je me suis plongé dans mes archives perso. En fait, c'est juste que il avait été accueilli bien mais pas top, et que je m'étais pas arrêté finalement dessus malgré la hype que j'avais eu avant sa sortie, et là bah ça a recommencé en fait, ça m'a re-hypé comme en 40, comme si c'était rien passé, comme si Golf Story n'avait pas été accueilli de manière un peu mi-figue, c'est Pokémon mais dans le monde du sport, bah pourquoi pas, franchement ça a l'air vraiment sympathique, c'est kawaii, voilà, les jolis pixels, je suis un amateur de jeux de golf des jeux de golf tout simplement, voilà, ça m'amuse toujours bien les jeux de golf, donc je le garde dans un coin de ma tête, et pour pas trop cher, ça pourrait m'intéresser. Ouais, moi pareil, je pense que Golf Story, je le ferai. Je le prendrai, je pense, un de ces 4 quand j'aurai un petit trou dans mon parcours de joueur. Mais voilà, moi je suis un petit peu hypé aussi. Ça excite ma curiosité en tout cas. Alors je te propose que les 2 prochains, on va pouvoir les passer, je pense, assez rapidement. Ouais, disons que Axiom Verge, moi je l'avais bien aimé, mais le 2, la DA, elle a trop chelou. Donc je suis pas du tout hypé pour l'instant. Ouais. Après c'est pour printemps 2020, pour automne 2020, donc ça laisse le temps de développer. Mais voilà, pas trop chaud en fait. Et toi ? Ouais, j'avais bien aimé moi Axiom Verge, hein, le premier, vraiment c'était sympathique, mais j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout, et là effectivement la DA est pas forcément passionnante. Après ça restait un très bon Metroidvania, donc je vais garder un œil dessus perso, parce que j'avais quand même bien aimé l'expérience Axiom Verge 1, qui était juste trop grand, trop complexe, et à un moment j'en avais marre de faire des allers-retours pour savoir qu'est-ce qu'il fallait que je fasse pour continuer le niveau. En fait le problème c'est que je l'ai lâché une semaine et qu'après j'ai pas pu y revenir, et ça c'est un vrai critère. Je pense que c'est plutôt ça, ouais, parce qu'il est pas, enfin moi je me rappelle avoir fini assez vite, donc je pense que c'est plus que tu, voilà, en fait c'est ça, et c'est un vrai critère Gamerwiki, ça. Et donc voilà, donc c'est pour ça que oui, je l'attends parce que c'est intéressant, mais non malheureusement parce que j'étais un chouille déçu au final par Axiom Verge 1, et donc je suis forcément méfiant pour le 2. Et après on a Street of Rage 4, voilà. Street of Rage 4, qui t'a le faire en anglais, le faire en entier. Ouais. Du coup pareil, milieu de 2020, hypé, pas hypé? Non, pas particulièrement. J'avais bien aimé moi à l'époque, hein, mais je pense que c'est des jeux qui sont trop vieux. C'est bon. Alors à moins qu'ils arrivent à renouveler la formule, mais non, j'avoue que je suis pas hypé. Toi, tu avais bien aimé Mother Russia Bleed, donc t'es encore un peu dans le beat'em all. Qu'est-ce que t'en penses ?
Ben, exactement, c'est Mother Russia Blitz, donc Made in France. Hein, donc du coup, c'est un jeu que j'avais beaucoup aimé et qui est justement arrivé à renouveler vraiment ce type de gameplay en dosant la difficulté, en mettant vraiment une difficulté à notre époque, quoi. Donc on fait c'est pas aussi simple qu'un Double Dragon ou un Street of Rage. Et en même temps, il y avait cette histoire de coop où on pouvait jouer à deux. Donc franchement, si vous êtes en manque de Street of Rage, achetez Mother Russia Blitz déjà. Et puis après avoir aussi, encore une fois, hein, les premiers tests ou est-ce que les sensations sont là, est-ce qu'on se marre, est-ce que c'est potache ou est-ce que c'est un peu hardcore. Enfin, ça sera ça aussi qui va déterminer ma hype. Mais pour l'instant, pas plus que ça. Ok, bah écoute, donc je pense qu'on peut passer au jeu suivant. Donc ça, c'est l'été 2020 pour Street of Rage, ce qui est annoncé. Le jeu suivant qu'on a noté, c'est Glimlight. Alors, que tu as noté, moi personnellement, j'ai l'impression que c'est un énième platformer mignon. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Pareil, quand j'ai vu les images, je me suis dit, tiens, ils sont inspirés de la DA de Hollow Knight et ils ont mis un magicien à la place du personnage. Pas du tout hypé. À moins que ce soit une super bonne surprise parce que les mecs ont fait un truc magique dans le scénario ou machin, mais pas du tout hypé. Oui, c'est ça, on aurait pu dire ça de plein de jeux de Céleste alors que c'est un chef-d'œuvre. C'est juste que c'est une fois la manette en main qu'on se rend compte si ce genre de jeu est bien ou pas. C'est une question de gameplay et pas une question d'univers. Ça suffit pas l'univers. Après, ils ont présenté Bake and Switch, ouais. qui est une copie plus ou moins heureuse d'Overcook. En tout cas, qui sert un party game, où il faut faire la cuisine. Donc, voilà, je pense que c'est assumé. Pareil, ça a l'air, les images qui montent, ça a l'air assez bordélique. Donc, alors que la qualité d'Overcook, c'est que ça reste assez clair malgré l'empilement des missions. Et donc voilà, pareil, pas particulièrement hypé par celui-là. Ouais, c'est ça, c'est qu'Overcooked, le chaos vient des joueurs eux-mêmes parce qu'ils sont en train de se rentrer dedans, parce qu'ils prennent des décisions en même temps qui sont contradictoires. Là, t'as en plus les petits personnages à les choper, à leur taper sur la tronche et ensuite les faire cuire. Je suis pas non plus très hypé par Bake and Switch. De toute façon, là, on est parti, j'ai l'impression, pour avoir toute une série de jeux inspirés d'Overcooked. Peut-être qu'il y en a un qui va finir par sortir son épingle du jeu, mais pour l'instant, je reste sur Overcooked. Tout à fait. Alors après, donc on va peut-être accélérer un peu. Il y a The Talos Principal, mais qui était déjà sorti sur d'autres supports. Il y a Dauntless, free-to-play, qui est dispo, qui continue à évoluer. Je sais pas si je suis prêt moi pour ce genre de jeu, mais je pense qu'il y a c'est un Monster Hunter, voilà. Sur ça. C'est un Monster Hunter, il y a un public. En l'occurrence, ça n'en fait pas partie, mais ça a l'air plutôt bien fait dans le genre. Oui, tout à fait, avec de la coop, avec du online. Enfin, en tout cas, ça a l'air de cocher toutes les cases du genre. Voilà, il faut attester pas dans main pour ceux qui ont envie de faire du Monster Hunter sur la Switch. Un peu plus original, il y a Murder by Numbers, qui est une sorte de visual novel avec des puzzles. Alors là, c'est là où j'ai eu un gros doute, même, parce qu'ils nous mettent du Picross. Et bon, c'est sympathique le Picross, mais est-ce que vraiment ça se marie bien avec un jeu où tu suis une histoire, de devoir t'arrêter pendant 5 minutes pour faire du Picross? Je suis pas totalement convaincu. Après, c'est les mecs qui ont fait Hatoful Boyfriend, qui était plutôt bien accueilli. De dating avec des pigeons. Que j'avais bien personnellement fait et qui était tellement barré qui finalement se laissait jouer de manière qui était plutôt agréable à jouer contrairement à ce qu'on pouvait imaginer vu de l'extérieur. Donc les mecs ont quand même un sens de l'histoire, un sens du visual novel. Donc bon, moi un petit peu hypé si le truc est marrant et si l'intégration du Picross c'est pas trop casse-pied. Moi j'avoue, je me laisserais peut-être tenter. Après il faut voir aussi la durée de l'aventure. Ce qui était bien avec Hatoful Boyfriend, c'est que on pouvait faire un scénario en 3 heures, donc du coup c'était pas non plus un commitment personnel trop avancé, quoi. Ok, donc hype de ton côté, moi ne se prononce pas, je vais attendre que tu y joues et que tu me dises ce que t'en penses, c'est aussi simple que ça. On va passer vite sur Oddworld Stranger Wrath, qui est donc un remake d'un jeu qui est sorti en 2005 quand même. Oui. Donc c'est sympathique, mais c'est pas grave, on va attendre. C'est très anecdotique. Skatebird, là par contre je suis un peu plus chaud. Donc c'est un jeu de skate avec des oiseaux, comme ça c'est assez simple. Et j'y ai retrouvé dans les petites images, genre c'est un jeu qui sort fin 2020, hein, donc on est vraiment dans un développement qui est pas terminé. Mais j'y ai retrouvé un petit peu des sensations de Tony Hawk, avec ce côté assez arcade, où on se lâche, on se permet de s'amuser à faire des grandes figures, sans que ce soit non plus le bazar, juste des figures assez extraordinaires, et juste ce qu'il faut, je veux dire, et puis une facilité
inciter à aller les exécuter, c'est pas facile à dire. Donc voilà, où t'es pas ultra puni dès que tu tombes. Donc ouais, moi je suis assez hypé étrangement par ce petit jeu Skatebird. Ouais, voilà. Moi, si le prix est raisonnable en jeu d'action pour s'amuser un petit peu, ça aussi hypé. Après, on a Liberated, qui est donc là aussi un jeu narratif interactif, une espèce de BD interactive au style, par contre, là, qui laissera personne indifférent, qui est très, très, très beau. Alors là, tout va reposer sur le scénario, mais c'est vraiment une BD interactive hyper bien dessinée avec toutes les images qui bougent. Enfin, la bande-annonce est hyper hypante. Est-ce que ça t'a hypé à toi aussi ? Bah, j'avoue que c'est très beau, le style roman noir est vachement bien. Après, ça reste un platformer, comme on a pu en voir pas mal, où c'est assez, où il faut s'infiltrer, il faut éviter les lumières, voilà, c'est un genre de jeu auquel moi j'ai pas beaucoup joué, donc je suis curieux, comme j'ai été curieux pour les autres jeux de ce style précédent. C'est surtout très beau. On attendra quand ça sortira, mais à titre personnel, je suis un peu réticent parce que je suis pas un joueur de jeu qui repose beaucoup sur leur scénario, et là c'est vraiment l'ambiance et le scénario qui est mis en avant. De toute façon, il y a un côté aussi visual novel, hein, finalement, roman noir, avec un chouïa de plateforme par-dessus ça, quoi. Clairement. Le jeu d'après, on va passer vite aussi, c'est Boyfriend Dungeon, où on joue une princesse dans un donjon et chaque arme est un prince charmant, et donc il faut créer une relation avec son arme pour la rendre plus puissante. C'est vraiment un jeu que seuls les indés pouvaient faire, je pense. Oui, ça c'est clair, mais c'est amusant. Il faut voir si derrière c'est amusant au niveau du gameplay, mais bah, pourquoi pas. Je trouve ça assez audacieux pour avoir mon intérêt. Tout à fait. Après, il y a Dreamscaper, qui est un brawler top-down shooter qui, là aussi, se différencie de la masse de jeux de ce style par son ambiance graphique et son scénario où l'idée, ça va être de rencontrer des gens et après, on va pouvoir aller affronter leurs cauchemars et leurs rêves. Donc il y a un côté assez intéressant dans la manière de dérouler de l'action. On ne sait pas trop où ça va, mais en tout cas, visuellement, c'est assez chouette. D'ailleurs, pour ceux qui le veulent, il y a une démo gratuite sur Steam qui est disponible dès à présent. Donc j'ai pas eu l'occasion, j'aurais voulu avoir l'occasion d'aller mettre les doigts dessus pour aujourd'hui pour pouvoir vous en parler, mais je n'ai pas eu le temps. Donc voilà, ceux qui sont un peu curieux de ce jeu-là, ils peuvent aller le tester, et se hyper ou pas. Ouais, tu parlais de l'univers un peu fantasy futuriste, avec même un petit bout de puzzle, j'ai l'impression, à l'intérieur. Bah pourquoi pas, ouais, ça se teste. Et après, dernier jeu de ce Indie World, The Survivalist par Team 17, qui est la suite de The Escapist. Donc où il faudra aller sur une île tout seul ou en coop et survivre et donc crafter tel un joueur de Koh-Lanta avec des îles qui sont, je crois, générées du coup, de manière procédurale. Voilà. Moi, perso, je crois que je suis un peu fatigué des jeux de survie, donc je sais pas trop quoi en penser. Et toi ? Ah bah moi c'est plutôt un oui en fait. J'avais pas forcément accroché The Escapist, c'était un moment sympa, mais voilà, vite fait, vite oublié. En revanche, là il y a un petit côté Don't Starve Light qui m'intéresse. Don't Starve, qui est donc un excellent jeu de Clay, mais qui était trop dur pour moi. Donc voir si avec The Survivalist je pourrais m'amuser un petit peu, je pourrais faire des parties un peu plus longues et un peu moins frustrantes, et aussi voir à quel point c'est important d'être en multi et si je peux m'amuser aussi en solo. Mais ouais, je suis assez hypé bizarrement par The Survivalist. Bah voilà, tout l'intérêt de ce duo, on n'est pas d'accord sur tout. Non, mais on joue pas au même jeu, hein. C'est très simple, hein, c'est très simple. Donc voilà, c'était notre hype, pas hype. On va passer à deux petits dossiers aujourd'hui. Alors on va pas faire trop long sur ces dossiers-là, mais on voulait quand même traiter deux actualités, enfin deux événements de ces derniers temps. Et du coup, on va commencer par les 25 ans de la PS1. Est-ce que tu te rappelles d'il y a 25 ans ? Ouais, c'était incroyable. Je crois que c'était en mars.
Alors, non, mais franchement, c'était le son. Il faudrait que limite tu mettes le son de l'allumage de la PS1 à ce moment-là, si t'avais le temps de faire du montage pour cette émission. Oui, bien sûr. Bah, la PS1, pour moi, c'est la première vraie console que j'ai saignée, puisque on avait ensemble. Hein, je rappelle pour nos auditeurs qu'ils ne sauraient pas qu'on est frères, donc on a grandi ensemble. Et la Nintendo, la Super Nintendo, c'était encore beaucoup tes consoles. Et c'est vrai que la PlayStation est arrivée. Là, j'ai pris le pouvoir. À titre personnel, ça a été voilà une expérience énorme. Cette tu PS1. avais 12 ans, tu avais le temps. Moi, j'avais 16 ans. Je commençais à sortir. Voilà, ça, tu commences à t'intéresser aux filles, ce qui fait que ça me laissait un petit peu plus de temps avec la console, quoi. Et ouais, je regardais vite fait, tu t'amuses à aller voir les tops des jeux qui ont marqué cette console. Enfin, faut se rendre compte que c'est sur PlayStation qui est vraiment né. Alors je sais que c'est exagéré de dire que c'est né là, mais Resident Evil, Metal Gear Solid, même s'il y en a eu avant, c'est vraiment là que ce jeu il a pris un essor incroyable et qu'il est devenu la dynastie qu'il est devenu. Même l'Odyssée d'Abe, c'était génial. Tekken 3, c'est le grand Tekken en fait. Moi j'attends encore qu'il y ait un Tekken qui arrive à égaler la qualité, le fun de ce Tekken 3. Et puis bien sûr, si j'en ai qu'un à retenir, s'il ne doit en rester qu'un, c'est quand même Final Fantasy VII, quoi. Moi, c'est le jeu qui a marqué mon adolescence comme aucun autre jeu, je pense. Et pourtant, voilà, il y en a eu. Mais vraiment, cette PlayStation et Final Fantasy VII resteront toujours associés dans mon cœur. Donc, joyeux anniversaire PS1, tu ne nous rajeunis pas. Ouais, et puis moi, je voulais rajouter, alors dans les séries aussi qui ont démarré, tu as Tony Hawk dont tu parlais tout à l'heure. Il y a des jeux comme Road Rash, pour ceux qui se souviennent. Bien sûr, les Wipeout aussi qui ont démarré sur la PS1. Les Gran Turismo, évidemment. Gran Turismo, bien sûr. Ouais. Je pense que j'ai saigné de ouf. C'est bien Gran Turismo à 2 joueurs avec mon pote Jean. Qu'on embrasse. Des heures et des heures à tourner sur la même piste avec les mêmes voitures. Pour pas qu'il y ait davantage l'un contre l'autre. Donc on avait les mêmes véhicules, mais peint dans 2 peintures différentes. Et puis je pense que moi, il y a vraiment un truc qui m'a marqué, c'était quand même le premier jeu que j'avais eu sur la console, qui était Ridge Racer. Et à quel point l'arrivée de la 3D pour de vrai dans une console avait été quand même une claque folle, un truc un peu dingue avec la vitesse du scrolling, les dérapages, les graphismes. Enfin, vraiment, ce Ridge Racer, c'était vraiment le jeu qu'on a eu Day One, même Day One-1, puisque pour l'anecdote, on l'avait eu la veille au soir, puisque notre père l'avait négocié à la FNAC, où à l'époque on s'en foutait un petit peu des consoles, et le mec avait bien été d'accord d'avancer un peu la sortie pour nous. Mais parce que c'était mon anniversaire, je crois. J'ai vraiment souvenir de Ridge Racer, et puis bon, après les Medal of Honor aussi qui a commencé là, enfin voilà, des dizaines et des dizaines de jeux. Après, dans les moins bien, il y avait quand même la lentille de la console qui marchait pas à tous les coups, les premières manettes avant la DualShock qui étaient peut-être un peu contestables, enfin des petites choses comme ça. Mais c'est vrai que globalement, ça a été une console qu'on aura vraiment beaucoup utilisé et faire suivre. Et puis, puisque je suis dans les petites pensées aussi. Hier, en préparant un petit peu ce point, j'ai regardé quelques vidéos et je vous ai partagé sur Twitter, pour ceux qui l'ont vu, les vidéos de Cool Borders, qui était le premier jeu de snowboard et que nous, on n'a pas platiné parce qu'à l'époque, ça n'existait pas, mais on faisait des concours de points entre potes qui duraient des heures. Donc voilà, Formula One aussi, enfin bref. Je rajoute Parapace the Rapper aussi, qui m'avait bien marqué quand j'étais gamin. Quel jeu, pardon ? Parapace the Rapper. Ah oui, Parappa. Aussi, en pensant à toi, il y avait Siphon Filter, aussi oui. Legacy of Rain. Oh là 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 là, oui. Legacy of Kain, d'ailleurs. Le Legacy of Kain, un Zelda-like incroyable. J'ai réessayé, ça c'est plus possible aujourd'hui. Malheureusement, il a pris un trop gros coup de vieux. Ouais. Donc voilà, c'était pour faire un petit clin d'œil sur les 25 ans de la PS1. Alors c'est les 25 ans au Japon, hein. Elle était sortie 8-9 mois plus tard en France en 95, mais voilà. Et puis n'oublions pas aussi que c'était les débuts de Sony dans l'univers du gaming, hein, puisque à l'époque c'était vraiment Sega et Nintendo qui étaient les 2 seuls vrais acteurs. Enfin, il y en avait d'autres, mais c'était vraiment eux qui dominaient le game. Et Sony qui devait justement collaborer avec Nintendo pour sortir une console ensemble. Finalement Nintendo leur avait fait un petit coup dans le dos, puisqu'ils s'étaient finalement alliés pour faire le CD avec Philips, si mes souvenirs sont bons. Enfin, ouais, c'est ça. Ça commence vraiment sur un quiproquo, et donc voilà, Sony arrive et casse tout, et puis bon, et puis nous, sans parler des publicités en France là, qui étaient complètement dingues avec
avec une campagne de pub télé, avec le comité anti-PlayStation, enfin avec vraiment très ancré dans la pop culture. Enfin, vraiment, c'était tout était bon dans ce lancement de la PlayStation qui était donc il y a maintenant 25 ans. Ouais, et juste pour donner un petit... Ouais, oui, c'est clair. Et juste un petit point impact culturel. Nos parents, lorsqu'ils parlaient de consoles de jeux, ils parlaient jusqu'à 95, ils disaient t'as Nintendo, quelle que soit la console en fait. Hein. C'était de manière complètement différenciée. On parlait de la Nintendo pour parler de la console de jeu, comme on parle du frigo pour parler du réfrigérateur. Et après la PlayStation, eh bien ce mot-là a remplacé dans le vocabulaire des gens qui n'y connaissent rien le mot console. C'était plus la Nintendo, c'était la PlayStation, quelle que soit la console en question. Donc c'était dire l'impact culturel et comment en fait ils ont complètement réussi à renverser le game des jeux vidéo là où il n'était pas existant. C'est ça qui est dingue. Là, aujourd'hui, je pense qu'il y a pas mal de gens qui n'imaginent pas que PlayStation n'existait pas, Sony n'existait pas dans le monde du jeu vidéo avant, en 1994, quoi. Oui, ils éditaient quand même quelques jeux, faut pas. Mais c'est vrai qu'il y a eu un avant et après la PlayStation. Ben voilà, donc c'était notre petit hommage à notre console, hein, petit souvenir. Et on enchaîne avec la réalité virtuelle. Donc ça y est, là je vais pouvoir m'allonger, prendre une petite pause, faire un petit café. Et je vais t'écouter nous parler de VR. Oui, donc c'est vrai que je me rends compte que c'est vraiment un sujet récurrent ici, alors que c'est pas un sujet si massif dans l'univers du jeu vidéo, mais il se passe tout le temps des petits trucs, et puis c'est intéressant de voir si oui ou non cette nouvelle manière de jouer va finalement prendre du poids. Là, j'ai regardé les chiffres, il y aurait environ 9 millions de casques de réalité virtuelle dans le monde, dont 3 millions aux US, et 4,5 millions sont des casques PlayStation. Donc, et 7,5 millions sont dans un carton en train de prendre la poussière. Et probablement que beaucoup d'entre eux, en effet, et pourquoi ? Parce qu'en effet, c'était une blague, je précise. Assez légère entre... Non, mais je pense que tu as raison. Enfin, moi, pour en avoir un là, à 1 mètre de moi, j'ai passé moins de temps sur ce matériel-là que j'ai passé les 3 premiers mois sur ma Switch. Donc, non, je pense que c'était une blague, mais en effet, c'est une réalité. Mais du coup, derrière, il y a quand même toute une industrie qui y croit. Bon, déjà, il y a eu, cette année, en France, il y a eu 330 000 casques qui ont été vendus, mais ce qui représente vraiment une augmentation dans le chiffre de vente. Et donc, du coup, les industriels se sont félicités du succès. Et puis, il y a récemment, il y a eu l'annonce de Half-Life Alyx, qui n'est pas Half-Life 3, mais qui est une itération entre Half-Life et Half-Life 2, où on va jouer le personnage d'Alyx, qui est Ed Gordon dans les premiers pas de Half-Life 2. Et c'est un jeu qui sera 100% réalité virtuelle. La promesse de Valve, c'est de dire on va pas faire un jeu expérience, mais vraiment un vrai jeu qui va faire une quinzaine d'heures, qui va avec un vrai scénario, une aventure. Voilà, quelque chose de consistant. Quelque chose que du coup, pour réagir à ce que tu disais, qu'on a assez peu croisé. Et finalement, le seul vrai jeu VR qui dure longtemps aujourd'hui, c'est Resident Evil 7, mais qui est exclusif à la PlayStation. Et je dis peut-être une bêtise. Bon, je vais retirer cette dernière phrase, mais en tout cas, qui est le seul jeu, mais qui n'était pas conçu pour la VR, qui était conçu d'abord pour être joué à la manette, et qui a, grâce à son système FPS, a pu être porté sur réalité virtuelle. Et l'annonce de Half-Life Alyx qui est offert pour les possesseurs du casque de Valve, donc le Index, a provoqué une pénurie de ce fameux casque. Donc il y a pas mal de pays où on ne peut plus acheter le Valve Index depuis l'annonce. Après, sur le jeu en lui-même, c'est intéressant parce qu'il y a l'air d'y avoir un vrai travail sur l'utilisation des mains. Il y a des Gravity Gloves, donc on va pouvoir manipuler les objets grâce à des gants. On a vu que il y avait une vraie liberté dans les déplacements, qu'on allait pouvoir manipuler les armes avec assez de précision. Graphiquement, c'est une bande-annonce, donc ça envoie. On va voir ce que ça donnera en temps et en heure. Mais c'est vrai que, comme tu faisais remarquer, si on a enfin un vrai blockbuster ou system seller, pour utiliser plutôt un vrai terme, un vrai system seller qui arrive là sur PC, et puis ça sera compatible Valve Index, Oculus Rift et HTC Vive, il y a vraiment moyen que ce soit un truc hyper cool. Je pense que ce Alyx, on en reparlera dans Gamer Weekly quand on se rapprochera de sa sortie. Mais je trouve que c'est intéressant, c'est un vrai jalon dans l'industrie. Sachant qu'il y a un autre jalon qui est moins fun, mais tout aussi intéressant, qui vient d'être franchi, puisque Facebook a annoncé le rachat du jeu Beat Saber il y a une dizaine de jours, donc là au début de décembre. Donc Beat Saber, c'est un jeu de rythme en VR,
où il faut, avec des sabres laser, découper des cubes en longueur, en largeur et en faisant des mouvements. C'est un jeu qui est un des jeux, qui est le jeu le plus populaire en VR aujourd'hui, parce que au-delà de l'expérience, c'est un jeu facile à prendre en main, avec vraiment qui tire parti à 200% de la VR, avec en plus un jeu musical, avec du rythme et tout, donc accessible à tous sans être gamer. Et donc voilà, donc Facebook, ça y est, continue à ressortir un petit peu son chéquier pour essayer de lui aussi se payer des jeux pour son Oculus Rift et pour préparer la suite. Et plus étonnant, donc toujours dans les news VR, c'est des annonces des cadres de Microsoft qui ont dit que la Scarlett, donc la future console de Microsoft, ne viendrait pas avec de la réalité virtuelle, que ce ne serait pas une offre mise en avant. Bon, on est loin de la sortie et je pense qu'ils se réservent des billes pour le futur, mais en effet, eux, à contre-courant de la hype, ont annoncé qu'ils n'étaient pas dans la VR. Pour l'instant, ils se consacraient à leur studio, à développer des franchises et des licences originales avec les studios qu'ils ont rachetés. Donc voilà, donc c'était ce petit point VR du jour qui m'intéresse toujours autant. Ouais, moi j'ajoute juste une chose sur Half-Life Alyx par rapport à la manière dont il faut accueillir l'annonce. C'est tout simplement qu'il faut déjà dépasser sa déception de ne pas avoir enfin l'annonce du Half-Life 3 que l'on attend tous et prendre le jeu comme il est, comme il nous l'est présenté, comme il est développé, et le juger pas en tant que Half-Life 3 ou Simili 3 ou Sous 3, mais juste comme Half-Life Alyx, un jeu en réalité virtuelle. Et à partir de ce moment-là, si tu as ces critères-là, eh bien, on pourra le juger à la hauteur de nos goûts et à la hauteur de ce qu'il est véritablement et pas de ce qu'il aurait pu être s'ils avaient fait des choix différents les 4 dernières années, quoi. Oui, clairement, ouais. Je suis assez d'accord avec toi. Il faut le voir comme... Enfin, moi, c'est vrai qu'en tant que joueur aussi en réalité virtuelle, je le vois comme une opportunité d'avoir un blockbuster, un système seller sur ce support. Et c'est vrai que si on le regarde en tant que fan de Half-Life, en effet, on peut peut-être se positionner, se mettre dans une mauvaise prédisposition en fait par rapport au jeu. Ouais, c'est devenu un mème en plus, hein, on attend Half-Life, c'est devenu un gag sur Internet. Ouais, tout à fait. Donc, ouais. Oui, et puis comme il n'y a pas eu de Portal 3, il n'y a pas eu de Half-Life 3, enfin même Gabe Newell, le fondateur de Valve, s'amuse régulièrement avec cet élément-là, en ne prononçant jamais le mot 3, de peur que ça provoque des cataclysmes. Effectivement. Bon, ben voilà, on arrive, je pense, à la partie des jeux auxquels on a joué ces dernières semaines. Et je te propose de commencer. Je t'en prie, vas-y. Je suis très jaloux du premier jeu auquel tu as joué et je pense que je te le piquerai après parce qu'il m'intéresse beaucoup. Oui, alors le premier jeu que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est The Tourist. Alors The Tourist, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, j'avais même partagé la bande-annonce sur le site. C'est donc un jeu d'un développeur qui s'appelle Shinen Multimedia et qui est en fait un genre... Alors si on doit définir le genre un peu simplement, c'est un peu un Zelda. À part que là, on joue un touriste qui arrive sur une île dans un univers vraiment superbe, magnifique, avec des voxels, donc des gros pixels. C'est coloré, c'est riche, c'est dense, c'est fait avec amour, c'est vraiment tout crafté à la main et c'est déjà rien que quand vous voyez la bande-annonce, vous avez envie de jouer au jeu. Et du coup, c'est vraiment c'est un premier élément déjà hyper fort. Et de fait, quand on arrive dans cet univers-là, on commence à se plonger dans cette île et très vite on nous dit tu sais, il y a un monument là qui serait intéressant que tu ailles visiter parce qu'il y a des mystères autour de ce monument. Et du coup, on se retrouve là en tant que joueur à explorer cet univers et à essayer de commencer à résoudre des petites énigmes, puisque tout est à base de petites énigmes et de petites quêtes FedEx. Enfin, on a des choses assez basiques comme va chercher des fruits pour fabriquer un jus de fruits pour donner à boire. Puis il y a des choses un peu plus fines avec des petits passages où il faut résoudre des énigmes un peu plus compliquées. Mais en fait, c'est jamais difficile, c'est jamais injuste, c'est vraiment un peu de... Il y a une ou deux énigmes peut-être un peu tirées par les cheveux, mais globalement, ça va. Il y a des phases aussi de plateforme où il faut arriver à sauter, jouer avec la lumière, jouer avec le noir. Enfin, ce qui est assez intéressant dans ce jeu, c'est que c'est vraiment une compilation de mini-jeux au sein du jeu, vraiment très inventif, où assez peu d'entre eux sont ratés, on va dire. Il y a quelques trucs où c'est un peu plus compliqué, mais il y a vraiment plein de mini-jeux au sein du jeu pour résoudre des quêtes, pour gagner de l'argent, pour pouvoir acheter des compétences, pour acheter une tenue pour entrer dans un lieu particulier. Et moi, ce qui m'a vraiment amusé avec ce jeu-là, c'est que vraiment,
les premières heures, enfin, c'est un jeu que j'ai fini en 5h30, 6h, ce qui est la première, la partie principale, et après, il y a des quêtes annexes. Et du coup, ce qui était vraiment cool, c'est qu'il y a vraiment une durée de vie qui, en grattant un peu, qui s'élargit, qui s'agrandit. Il n'y a pas que les quêtes principales, il y a vraiment on peut vraiment découvrir le jeu de plein de biais. Et j'ai vraiment été très, très agréablement surpris par ce The Tourist que j'ai dévoré en quelques jours, plusieurs jours, mais avec de la bonne musique. On peut surfer, on peut faire du kayak, enfin vraiment très 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 cool. Et en effet, je ne peux que le recommander chaleureusement. Mais juste, je voulais te poser la question sur The Tourist. Combien d'heures alors à ton avis pour le terminer? Je pense que l'intrigue principale, elle se fait en 5 heures. Et après, si tu veux faire le complétiste, et ce qui peut être qui peut vite donner envie, on peut facilement gagner 2-3 heures de plus au bas mot. Là, moi, j'ai commencé à y retourner en fait. Je pensais que j'avais fini la principale. Je pensais que j'allais m'arrêter là. Et puis finalement, j'y suis retourné. Et donc, du coup, c'est assez cool comme expérience de jeu. Donc, donc, je pense qu'en 7-8 heures, on peut arriver à faire les 100% du jeu avec un peu de détermination. Et donc, il se retrouve à 20 €. Donc, 20 € pour The Tourist, c'est hautement recommandé, quoi. Oui, clairement. Franchement, c'est une hyper belle expérience. C'est malin, c'est bien écrit, c'est rigolo. C'est pas violent. Il n'y a pas de combat. Je disais, il y a de la plateforme et du puzzle game, mais il n'y a pas du tout de combat. On peut quasiment pas perdre ou mourir. Sinon, on respawn à côté de là où on est. Non, vraiment, allez-y les yeux fermés sur The Tourist. C'est vraiment une très, très belle surprise. Et pour une fois, l'impression graphique de départ n'est pas démentie par le gameplay et par la profondeur du jeu. Donc vraiment une super bonne surprise. Enfin, j'étais hypé sur ce jeu et il m'a pas du tout déçu. Et pourtant, voilà, c'est vrai que c'est toujours compliqué quand tu es hypé par un truc. Il faut vraiment que la barre soit haute, quoi. Enfin, la barre est plus haute. Et vraiment, je ne peux que le conseiller. Alors après, c'est pas un triple A, mais vraiment très belle surprise. Bah pour ma part, moi j'ai joué à Black Future 88 sur tes conseils d'ailleurs, et je te remercie. Black Future 88 donc est un jeu vu de côté, en 2D, en pixel art, hein, comme on l'en voit beaucoup évidemment, qui est hyper nerveux, où il s'agit d'entrer dans des tableaux où il faut défourailler tous les ennemis qui passent et passer au tableau suivant dans une sorte de, pas de dédale, hein, mais en gros c'est des niveaux qui sont générés procéduralement, donc tu vas devoir parcourir tous ces niveaux pour atteindre le boss à la fin et commencer le niveau suivant. Le twist, c'est qu'en fait ton personnage il a 18 minutes à vivre et qu'au bout de 18 minutes c'est la fin. C'est un roguelike, à chaque fois tu recommences à zéro à chaque fois que tu meurs et il faut réussir à finir le jeu en moins de 18 minutes. Alors moi j'y ai passé 3-4 heures, c'est vraiment, on est en tout début de test. Ce que je retiens déjà, c'est que c'est du fun vraiment immédiat. Tu passes les quelques minutes d'apprentissage au début, puis derrière, moi je sais que là je peux lancer le jeu hyper facilement et m'amuser dessus. J'ai même un petit regret là pour l'instant, j'y joue sur PC, je pense que je vais passer sur Switch où j'aurai pas le lancement du jeu, toute la petite procédure, je l'aurai en mode portable, donc ça va être plus intéressant. Ce qui est vraiment bien aussi avec ce jeu, c'est la bande originale, la musique, qui est hyper prenante. C'est de la synthwave des années 80, en mode boom boom et synthé. Ça rappelle forcément beaucoup Hotline Miami, mais ça le rappelle aussi dans les émotions que l'on va ressentir dans le jeu. C'est vraiment hyper nerveux avec le fait de défourailler un par un tous les ennemis le plus vite possible. Et en ça, c'était un vrai jeu intense. Ma seule petite inquiétude, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont un peu masqué des ralentissements par des effets visuels, des effets volontairement ralentis. Mais c'est vrai que dans la débauche d'explosion, de boom, de trucidage, il y a des moments où j'ai l'impression quand même que le jeu il tout saute un petit peu, de devoir afficher tout ça. Ça a été un petit regret, mais ça a été du fun immédiat. C'est vraiment un jeu popcorn. Je pense pas que j'irai jusqu'au bout. Je suis pas sûr de le terminer un jour, mais par contre je suis persuadé d'y revenir régulièrement parce que juste venir prendre ma dose de fun, savoir ce que je vais aller chercher, une dose de fun de défouloir, c'est vraiment cool. Et puis en plus,
Tu peux choisir entre plusieurs personnages et j'ai déjà jeté mon dévolu sur le perso qui a un sabre parce que c'est trop cool dans un jeu où il faut se tirer dessus de pouvoir aller au contact, au cac comme on dit, pour essayer de buter ses ennemis le plus vite possible. Voilà, vraiment Black Future, Future c'est avec un E hein, en anglais directement, Black Future 88, le scénario c'est du scénario de type on s'en fout. Voilà, on est bloqué en 88 et on s'en fout. Donc ça tombe bien, on s'en fiche, ça n'a pas grande importance. Pareil, hein, l'astuce des 18 minutes, au-delà de l'aspect scénaristique, ce qui est intéressant, c'est qu'après derrière, tu vas pouvoir passer dans des endroits, des espèces de magasins où tu peux acheter des améliorations. Et il y a certaines améliorations, certains magasins qui sont spécifiques, qui te font perdre du temps sur tes 18 minutes. Donc c'est-à-dire qu'il faut faire attention à ne pas trop te sacrifier de minutes et pouvoir upgrader ton personnage, mais garder aussi des possibilités d'avoir du temps pour finir le jeu. Après, je sais pas combien de temps ça dure, je sais pas combien de temps il faut pour atteindre le sommet de la tour, je me suis volontairement pas spoilé là-dessus. Peut-être que je craquerai, que je finirai par aller voir, pour voir à quel point je suis loin en fait d'arriver à mes fins. Parce que là, l'idée, c'est d'arriver à pouvoir finir le jeu dans les 18 minutes et un peu à la Rogue Legacy, tu hérites à chaque mort, tu réhérites. Ouais. En fait, je pensais que ça restart à chaque fois, à chaque niveau, mais en fait, non, pas du tout. Tu continues avec le même timing à chaque niveau. Donc, tu bats le boss, t'es à 13-12 minutes, tu bats le boss, tu commences à 12 minutes pour le niveau suivant, quoi. D'accord, donc a priori, on peut finir le jeu en 18 minutes. Et ouais, on peut finir le jeu en 18 minutes, a priori. D'accord. Et ça demande un peu de skill, quoi. Je pense que oui, là, j'ai pas le niveau encore. Mais bon, avec un peu d'entraînement, ma seule inquiétude, c'est qu'effectivement, je lui accorde pas non plus suffisamment d'entraînement et de temps. C'est pour ça que je pense que je vais finir par aller voir quelle est la réalité de la longueur du jeu, si on peut vraiment le finir en 18 minutes, s'il y a des astuces, parce que je crois qu'il y a des trucs pour racheter un peu du temps. Faut voir à quel point il m'est accessible ou inaccessible. Je fais le lien forcément avec Nuclear Throne, que toi tu as fini, que moi j'ai jamais fini, et pourtant j'ai bien insisté. J'ai un peu peur d'une nouvelle expérience à la Nuclear Throne qui était un excellent jeu mais qui était finalement un peu frustrant pour moi parce que j'ai jamais réussi à battre ce fichu Throne. Ouais. Dispo sur Switch d'ailleurs Nuclear Throne. Ouais, mais c'est un coup de génie encore une fois. Si tu veux lui donner une deuxième chance. D'accord, ok. Et ben donc du coup ce Future Black 88 donc que tu as testé sur PC mais il est aussi dispo sur Switch. Ouais, exactement, c'est toutes les plateformes ordinateur et Switch. Donc pas les grosses consoles. D'accord, très bien. Donc un conseil, on peut y aller aussi les yeux fermés pour ceux qui veulent kiffer de la bonne zik et du jeu d'action bien rythmé, sans dans lequel il faut quand même donner un peu de sa personne et monter son skill. Ouais, en tout cas, il est à la hauteur des promesses. C'est ça que je voulais dire, c'est que tu vas voir une vidéo 2 minutes sur Internet, c'est le jeu auquel tu vas jouer. Il est vraiment à la hauteur des promesses, le fun est à la hauteur des promesses. C'est un truc. Alors ça, je pensais pas du tout que ça me plairait. Tu m'y fais penser. C'est qu'il y a un auto-aim en fait. Lorsque tu tires quand même vraiment dans la direction des ennemis sans avoir besoin de viser. Et mine de rien, ça sert le type de jeu. Et ça, c'est intéressant. C'est que c'est pas là-dessus que tu vas être jugé, quoi. D'accord, intéressant. Bon, écoute, moi je pense qu'aussi je vais me le tenter dans pas très longtemps. Je vais peut-être faire écouter ton conseil et le prendre plutôt sur Switch pour l'avoir plutôt dans la console que sur l'ordi, mais je vais me tenter le coup. Ouais, le seul regret par rapport à la Switch, c'est que ça se jouerait plutôt au casque. Alors je sais pas si tu joues toi au casque à la Switch, moi je joue jamais avec le casque à la Switch. Et pour profiter de la musique, de l'univers, ce serait peut-être mieux au casque. D'accord, bon. Après, j'ai un peu investi, j'ai des bonnes enceintes sur la télé. Ah oui, il y a aussi moi je pensais en mode portable, mais effectivement, sinon il y a la télé. Ouais. D'accord. Très bien. Donc, encore un conseil, vous pouvez y aller les yeux fermés. On va finir cette rubrique test par un mini-test, parce que, encore une fois, je sais que j'ai déjà pris trop de temps sur la partie VR, mais bon, pour une fois, j'ai pris le temps de tester Journey for Elysium, qui est un jeu qui est édité par Chronos Interactive et qui est un jeu AA, on va dire, sur casque de VR, donc en réalité virtuelle, donc disponible sur Steam, compatible avec tous les casques disponibles. Et là, l'idée, c'est donc c'est un chemin c'est une descente dans les enfers et il faut résoudre des énigmes. C'est vraiment, faut imaginer un Myst en réalité virtuelle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un Myst en réalité virtuelle ? Il y a des ennemis quand même. C'est que, pardon ? Il y a des ennemis quand même. Non, il n'y a pas d'ennemis. Ah. Non, c'est vraiment une balade où il va falloir résoudre des énigmes, donc trouver des items qui sont cachés ou qui sont en hauteur.
et il va falloir les assembler dans le bon ordre, comprendre des mécanismes, tourner des portes. Il faut vraiment se dire que c'est un mist en réalité virtuelle. Et là où la réalité virtuelle va ajouter, c'est qu'on peut se tourner, on avance dans les décors, on peut escalader des échelles, monter, descendre. On se déplace d'un endroit à un autre dans un espèce de petit bateau. Donc il va falloir ramer, puisqu'on va prendre la pagaie, on va ramer doucement au milieu de ces décors. Et ils ont eu une bonne idée, c'est que dans la patte graphique, c'est que tout le jeu est en noir et blanc, sauf les items un peu interactifs, où il y a certaines choses comme ça, les éléments du décor qui sont dorés. Et dans la symbolique, c'est des souvenirs, et donc on essaie de rassembler des souvenirs pour débloquer des passages et tout. Et graphiquement, visuellement, c'est assez réussi, parce que du coup, ça permet d'avoir vraiment une ambiance, il y a des bruits, il y a des sons. Vraiment, je le conseille à tous ceux qui ont un casque de VR et qui traîne et qui prend la poussière, qui aiment bien tout ce qui est énigme et un peu casse-tête. Alors ça se consomme en effet assez vite, hein, puisque le jeu se finit en 3 heures, en fonction de si vous êtes doué ou pas, si votre casque il est bien connecté, s'il fonctionne bien. Je sais que j'ai eu pas mal de problèmes avec mon casque, c'est pas du tout le jeu, et du coup des fois je me cassais la gueule de plateforme sans raison, et du coup ça m'a un peu énervé. Mais c'est assez intéressant, et voilà, si vous cherchez un jeu VR pas violent, un peu contemplatif, avec une vraie ambiance et un scénario, je vous invite à aller choper Journey for Elysium, qui est à 16,79 au moment où on se parle, donc vous voyez, pour être très précis, donc il y a moins de 20 €. Et donc, si vous voulez un peu rentabiliser votre casque de VR, c'est un petit conseil pour cette fin d'année. Et moi, mon dernier test, c'est Tabs. Totally Accurate Battle Simulator. C'est un jeu que je suis depuis très longtemps, puisque voilà, il est sorti en pré-alpha, alpha, et là encore, hein, je crois qu'on est sur une version qui est pas définitive. Mais c'est vrai qu'il a fait pas mal parler ces derniers jours. Il y a eu pas mal ces derniers temps, il y a eu pas mal de mises à jour. Donc du coup, je voulais juste y faire un point. J'ai fini par sortir la carte bleue pour l'avoir vraiment et le suivre vraiment dans sa version finale, ou en tout cas actuelle. C'est vraiment bon, malheureusement, c'est quand même beaucoup un jeu à youtubeur, je pense. Donc c'est vraiment un jeu où c'est suffisamment stupide pour que tu aies envie de regarder des gens se marrer en jouant à ça. Reste que le concept est assez fantastique, et c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc Totally Accurate Battle Simulator, un simulateur de bataille tout à fait précis et juste, et c'est exactement le contraire évidemment. La physique, c'est n'importe quoi. Tu vas choisir des troupes, tu as des troupes en face, et tu appuies sur play, et là le champ de bataille s'anime devant toi et il se tape dessus devant toi, donc avec tout un tas de troupes qui traversent le temps de l'Antiquité, en passant par des univers fantastiques et puis les mondes modernes avec des fusils, des mitrailleuses, et avec en fait un système de prix, c'est-à-dire que chaque unité a un prix, et donc plus elle est forte et plus elle aura un prix élevé. Il faut essayer donc de s'adapter à son adversaire. Mais là où moi je le trouve un peu plus intéressant, au-delà de la campagne solo qui est sympathique mais anecdotique, avec notamment cette possibilité de prendre le contrôle d'un personnage qui est vraiment une manière de pas être trop dans la stratégie, et plutôt dans vas-y, tu prends un personnage et tu essaies de bourriner avec. S'il meurt, tu peux en prendre un autre, et tu essaies comme ça de finir le niveau et de progresser dans la campagne grâce à cette astuce-là. Je pense que c'est quand même une grosse astuce de feignasse de la part du développeur. Ça lui évite d'avoir à équilibrer son jeu. Mais par contre, ce qui peut être vraiment amusant, c'est de créer des batailles comme ça avec des amis, où tu vas essayer de stratégiquement, dans les limites idiotes imposées par ce jeu, de créer une armée d'un côté, l'autre il va créer une autre armée de son côté avec un budget. Ça peut être un party game assez marrant en fait, un peu stratégique, mais suffisamment rigolo, parce que les batailles, lorsqu'elles se résolvent, elles sont marrantes à voir, elles sont marrantes à assister. Donc voilà, c'est un petit peu le semi-conseil. C'est vraiment dans des conditions un petit peu particulières. Si vous avez l'occasion de jouer avec des gens tranquillement sur votre canapé et de vous dire vas-y, fais mon armée, tu fais la tienne, ou alors tiens, et si on s'amusait à voir ce qui se passerait si on faisait ça, telle bataille, eh bien on peut s'amuser, créer des expériences comme ça. Mais ça reste un jeu quand même de niche. Malgré son aspect tout public, ça reste un jeu pour une utilisation de niche en réalité. Donc voilà, c'était mon petit avis sur Totally Accurate Battle Simulator. Uniquement dispo sur PC pour l'instant. D'accord, je n'ai pas vérifié, mais oui, ça serait pas étonnant, ça se joue vraiment à la souris.
D'accord, bon, ok, mais pas mal, intéressant. Et puis on va tester. Il va falloir qu'on se fasse une session tous les deux pour le tester IRL. Ouais, ça peut être marrant. Franchement, on fera peut-être un New Game Plus sur les évolutions de ce jeu-là dans les semaines, mois qui viennent. Bah pourquoi pas. En tout cas, s'il reste sur mon disque dur, s'il ne le quitte pas par déception, parce que je fais quand même la campagne et tout, eh bien peut-être qu'on aura d'autres nouvelles choses à dire. Mais ça va être assez marrant. Il y a quelques années, ils nous avaient mis Trump et Hillary Clinton dedans. Enfin, il y a vraiment un côté bien idiot comme il faut. Il y a vraiment moyen de s'amuser. Ok, très bien. Mais merci pour ce petit conseil. Dernier jeu auquel j'ai joué moi ces derniers temps, j'ai quand même réussi à faire presque 6 heures sur Pokémon Sword and Shield, épée et bouclier sur Switch. Et c'est ton premier Pokémon, c'est trop mignon. Pardon ? C'est ton premier Pokémon, vraiment, ton vrai premier Pokémon. Ouais, sinon j'avais joué sur émulateur, des choses comme ça, mais c'est vrai que là, c'est vraiment, je m'y mets pour de vrai, je rentre dedans. Bon, après, j'avais quand même, avec les enfants, j'ai beaucoup joué à Let's Go Pikachu. On a pas mal joué, mais c'est vrai que là, en jouant à cette version-là, je me rends compte que la version Let's Go, elle est quand même très édulcorée. Elle est étonnamment, elle s'adressait à un jeune public, mais elle est encore plus bavarde. Elle est très très bavarde, alors que là, j'ai trouvé un peu moins bavard. Alors peut-être qu'ils ont appris de Let's Go, enfin je sais pas. Et donc j'ai joué 6 heures, ça m'a permis de gagner mes 2 premiers badges, hein, donc quand même d'explorer une partie intéressante du jeu. J'ai vu en ligne qu'il y a c'est une vingtaine d'heures de jeu pour devenir champion, enfin maître Pokémon. Donc voilà, donc j'ai pas fait la moitié. Du coup, étonnamment, c'est plutôt très joli. J'avais entendu tout et son contraire. C'est un peu en cel shading, donc un peu décrayonné. Et c'est assez beau, c'est joli en portable et sur la télé. Donc ça, c'est plutôt agréable. Donc les personnages, les décors, même s'il y a pas mal de clipping, il ne faut pas se voiler la face, les choses apparaissent un peu au dernier moment, mais bon, on n'est pas dans un jeu d'action, ça ne change pas du tout le gameplay ou la façon de jouer, c'est juste pour les observateurs attentifs qui remarqueront que certains des personnages apparaissent, ou certains Pokémon n'apparaissent qu'au dernier moment ou quand le joueur s'approche. Donc l'histoire, bon, elle est plutôt correcte, les dialogues sont plutôt corrects, donc j'ai pu me balader. L'ambiance Angleterre un peu steampunk et tout, plutôt sympa. Et après au niveau, alors les combats, j'ai trouvé ça intéressant, puis là comme ça devient de plus en plus dur, voilà, il faut faire un peu appel faut faire preuve un peu de stratégie, même si pour l'instant je vois que mon niveau débutant me permet pas de très bien comprendre à quoi bon diminuer la force ou augmenter ou diminuer la résistance des adversaires. J'ai plutôt l'impression qu'il vaut mieux trouver le bon style et taper fort plutôt que d'essayer d'avoir des stratégies plus complexes. Mais peut-être que mon expérience en grandissant me laissera comprendre. J'ai pu aussi participer au combat d'arène où on peut gigamaxer ces Pokémon. Alors c'est assez marrant parce que du coup pendant 3 tours on a le droit d'avoir un Pokémon qui est gigantesque et donc qui décuple ses points de vie, mais aussi la puissance de ses attaques. Donc voilà, ça reste, c'est assez amusant, c'est assez intéressant et voilà, ça rajoute quand même un petit peu au jeu dans sa linéarité. Il y a en effet, j'ai pu tester aussi les fameuses terres sauvages qui sont plutôt du late game où on va avoir des Pokémon sauvages qui dans un environnement un peu ouvert ou incroyable pour un Pokémon et on peut tourner la caméra, on peut faire pivoter la caméra à 360 autour de son perso pour voir partout ce qu'il y a. Mais ça n'est réservé qu'aux plaines sauvages. Hein. Quand vous êtes en ville, quand vous êtes dans le reste de l'univers, on est toujours avec cette caméra bloquée, incompréhensible et assez frustrante. On peut toujours pas sauter, par exemple. Enfin voilà, il y a des petites choses comme ça qui restent un peu ancrées dans le passé, mais j'avoue, je me suis bien amusé. Alors après, l'absence de difficulté, je sais pas trop si ça va pas me fatiguer un peu sur la durée. Mais voilà, en tout cas, j'ai passé 6 heures de bons moments. Pas de grandes émotions, mais j'ai envie de grinder, j'ai envie de choper, je fais la chasse. Alors par contre, je suis assez assidu sur la capture des Pokémon. Donc dès que j'arrive dans un nouvel endroit, je me débrouille pour les attraper. Donc ça, je trouve ça assez amusant, je trouve ça rafraîchissant. Puis c'est vrai que je joue encore pas mal à Death Stranding. Et du coup, c'est vrai que ça fait du bien d'aller dans ce petit univers coloré, un peu cartoonesque des Pokémon pour se changer un peu d'univers, de la noirceur et de la douleur qu'éprouvent les personnages de Death Stranding. Donc voilà, en effet, je pense que j'apprendrai rien à ceux qui sont chauffés par le jeu qui l'ont ou qui vont l'avoir à Noël. Et pour ceux qui n'ont jamais fait Pokémon, vous pouvez y aller, même si, comme on l'avait dit dans les précédentes émissions, il y a un petit goût de non-évolution ou
un peu old school quand même qui reste, où on sent qu'il y a quand même des choses qui ne sont pas encore arrivées en 2020. Mais bon, ça sera certainement pour le prochain épisode, donc ça valait peut-être le coup de faire ce dernier épisode canonique avant la révolution Breath of the Pokémon. Donc voilà, donc très chouette. En tout cas, on le souhaite, la révolution dont tu parles, mais bon, on verra si ça arrive. Moi, je t'avoue que c'est vraiment un jeu, ça reste toujours dans mon paysage personnel, Pokémon. Voilà, j'ai pas été marqué jeune, j'étais un tout petit peu trop vieux pour être marqué, mais j'ai quand même testé les premiers Pokémon sur Game Boy, puis depuis, j'ai toujours suivi, toujours testé à droite à gauche. Ça a toujours été un petit plaisir coupable, en fait, mais de moins en moins plaisir, de plus en plus coupable avec les années, malheureusement. J'espère qu'avec celui-là, peut-être que je pourrais retrouver à nouveau du plaisir à jouer à un Pokémon vraiment, c'est-à-dire pas être gavé de devoir faire des allers-retours, pas être gavé de la nullité. Tu me dis que c'est pas mal écrit, tant mieux, parce que vraiment la nullité de l'écriture des précédents Pokémon, c'était quand même abyssal. Alors j'ai pas les derniers, parce que je les ai pas testés, mais les mecs qui te parlent que de Pokémon tout le temps, ok, on a compris, ils sont tous obnubilés par les Pokémon, mais il y a un moment, ce serait bien de passer à autre chose, quoi, de raconter un petit peu autre chose. Donc s'il y avait un côté où finalement l'aspect déception était trop important pour que j'aille jusqu'au bout de ces jeux-là, mais j'ai toujours envie de faire une aventure Pokémon jusqu'au bout. Je sais même pas, j'ai dû le finir 2 fois ou 3 fois sur l'ensemble des Pokémon auxquels j'ai joué. J'ai dû en finir, peut-être 2, parce que à chaque fois j'abandonne avant le bout. Et bien là c'est pareil, j'ai vraiment très envie en fait de tester ce Sword and Shield là, mais j'aimerais bien que pour une fois ça me permette d'aller jusqu'au bout. Ouais, moi, je peux comprendre. Après, n'achetez pas Pokémon pour l'histoire ou pour les dialogues. Hein. Qu'on soit bien d'air. Oui, c'est clair. Donc voilà, donc c'était nos petites recos pour Noël. Voilà, vous savez quoi mettre sous le sapin de vos amis et proches joueurs là, pour Noël, si jamais vous aviez besoin d'un peu d'idées. On va passer à la dernière petite rubrique de notre programme. Les prochains jeux, à quoi on va occuper nos prochaines semaines de jeux. Alors, je te laisse commencer parce que je crois que tu as déjà une idée très précise de ton prochain jeu. Bah effectivement, ouais. Moi je suis parti sur Monster Boy. Là, il est à 50% sur Play Store. Je crois aussi, c'est ce qu'on m'a dit, mais évidemment, j'ai pas vérifié, sinon ce serait trop simple. Oui, c'est ça, il est à 50%, je vérifie en même temps. Sur Switch, il est à 50% sur Steam. Voilà, c'est un jeu que j'attendais beaucoup. Wonder Boy, j'ai adoré, j'avais joué donc sur Switch. Et cette suite-là était juste trop chère pour moi. Je pense que c'est un très bon jeu à 20€, mais à 40€, ça me faisait un peu mal aux nouilles. Et ça y est, là, il est à 20€ jusqu'au 4 janvier, donc je vais finir par craquer. D'ici là, j'aurai craqué, il n'y a pas de doute là-dessus, et je vais me lancer dans Monster Boy. Ce sera mon petit jeu de ces prochaines semaines. Très clair. Bon, moi, dans les prochaines semaines, il va y avoir encore du Pokémon, puisque, comme vous l'avez compris, il me reste une petite quinzaine d'heures de jeu pour voir la fin. Il va y avoir du Death Stranding parce qu'il me reste une bonne quarantaine d'heures de jeu pour la fin. Du coup, je vais pas le voir avant la fin en 2019. Je verrai la fin en 2020, je pense, du coup. Et après, dans les nouveautés, il y a 2 choses que j'ai envie. Alors, j'ai envie de me mettre un peu plus à Smash Bros. Parce que déjà mon fils aîné il joue et il me met des tannées, et puis parce que tout le monde en dit du bien, que c'est un party game, un jeu solo et tout, donc je pense que je vais m'attaquer à Smash Bros pendant les vacances. Là, ça va être un petit peu mon petit challenge des vacances entre Pokémon et Death Stranding. Ok, très bien. Voilà, rendez-vous pris alors pour le prochain numéro. On va peut-être parler de tout ça. Oui. D'ailleurs, je profite que tu évoques le prochain numéro. Il va être certainement un peu tard. Parce que pour ceux qui me suivent sur Twitter l'ont peut-être déjà vu, mais donc là, on arrive, c'est les vacances de Noël, donc il y aura 2 semaines de vacances de Noël et Nouvel An où on n'enregistrera pas d'émissions spéciales, choses comme ça. Même si on va se voir, je pense qu'on va garder ça pour la rentrée. Et la semaine de janvier, la première semaine, je serai au CES de Las Vegas toute la semaine pour couvrir l'événement pour le boulot. Du coup, ça repoussera encore un peu la prochaine émission, le prochain Gamer Weekly. Mais par contre, dans le prochain Gamer Weekly, il y aura certainement donc une pastille sur le jeu vidéo au CES, puisque c'est un endroit le jeu vidéo à Las Vegas, au CES, prend de plus en plus de place, un peu comme partout. C'est là où Razer, tous les ans, révèle toujours une machine extraordinaire. Il y a 2-3 ans, c'était un laptop avec 3 écrans qui se pliaient les uns sur les autres.
L'an dernier, ils ont présenté une tour avec des panneaux qui s'ouvraient sur les côtés à la Batmobile. Enfin voilà, tous les ans, Razer fait le show. Il y a la partie, bien sûr, tous les acteurs sont là, Nvidia est là. Je pense que Google et Stadia seront là en masse. Enfin voilà, en tout cas, il y aura certainement des actus fraîches que je pourrais vous donner en direct à mon retour de Las Vegas. Donc voilà, prochaine émission mi-janvier, je pense. Ouais, et puis pour les impatients, ils peuvent même te suivre sur Twitter. Je pense qu'il y aura quand même quelques exclus sur ce que tu vas pouvoir nous raconter. Tu les mettras directement en live sur Twitter, j'imagine. Oui, mais je pense que sur l'actu spécialement gaming, je partageais sur le Twitter de Gamer Weekly aussi, histoire de faire profiter à notre petite communauté qui grandit. Et, voilà, pour aussi leur faire partager ce voyage. Mais bon, c'est vrai que ça va être très très dense. J'ai beaucoup de canaux à alimenter pendant les 5 jours que je vais passer là-bas. Mais j'oublierai pas le Twitter de Gamer Weekly pour les amateurs de jeux vidéo en particulier. Ok, merci. Alors le rendez-vous, il est pris dans un gros mois. Exactement, dans un gros mois. Mais bon, là, on est parti sur 1h40 d'émission. Donc, du coup, et puis après, pour ceux qui ont... Ça vous laisse l'occasion, à ceux qui nous découvrent aujourd'hui, de repartir sur les premiers épisodes et de se refaire l'intégrale de Gamer Weekly 2019. Donc voilà, c'est aussi une option. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci d'avoir commencé cette aventure avec nous donc depuis le mois de septembre. N'hésitez pas à liker, à mettre des commentaires, à partager à vos amis, à partager à votre famille, à dire ce que vous en pensez. Et n'hésitez pas à venir nous aussi discuter avec nous sur les réseaux sociaux, notamment Twitter. On est les plus actifs. Et donc voilà, et puis on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. À l'année prochaine. À l'année prochaine. Merci à vous de nous écouter. Salut.